Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 quarts. Le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3 quarts. Je suis Jérémy. Et je suis Marina. Que va-t-il se passer à Poudlard après la fuite surprise d'Albus Dumbledore ? Difficile d'imaginer l'école de magie sans son directeur historique. Et comme on va le voir, beaucoup de choses vont être, perturbées suite à ce départ précipité. Spoiler alerte, les jumeaux Weasley nous annoncent qu'il va y avoir de l'animation dans les couloirs de Poudlard. Ombrage va être mise à rude épreuve, c'est le cas de le dire, tout comme Rogue d'ailleurs, pour des raisons bien différentes ici. Et pour plonger avec nous dans le pire souvenir de Rogue, notre auditrice Laetitia va faire le grand saut dans la pancine à nos côtés. Salut Laetitia, comment vas-tu ? Salut Marina, salut Jérémy. Ça va très bien et vous ? Bah ouais, d'attaque pour ce nouveau chapitre avec Marina qui était assez dissipée pour le départ. Mais et là, elle dit plus rien. Je vais avoir, comme les enfants qui déchargent trop et tout, et d'un coup ça va être... Oui, c'est ça. Vous allez devoir aller me coucher avant la fin de l'épisode. Laetitia, comme d'habitude, on va te poser les petites questions qu'on pose à chacun de nos invités. Est-ce que tu peux nous préciser comment tu as découvert la saga Harry Potter ? Est-ce que ça remonte à très loin pour toi ou pas ? Ça remonte à assez loin, ça remonte à la primaire. En fait, c'est une copine qui m'avait, donné un livre Harry Potter et qui m'a fait découvrir la saga et c'est elle qui m'a donné le goût à la lecture, en fait, avec les livres Harry Potter. Donc c'est vraiment grâce à Harry Potter que je me suis mise à lire en étant petite. Et voilà, j'ai grandi en même temps que les personnages, on est de la même génération. J'attendais ma lettre, patiemment, que je n'ai jamais reçue malheureusement. Et aujourd'hui, Et est-ce que tu es un peu plus livre ou un peu plus film ? Comment ça se passe pour toi ? alors, je dirais plus livre. Moi, je me suis beaucoup servi des livres, en fait, pour, apprendre, une nouvelle langue. Donc, en fait, je m'en suis servie comme je connais l'histoire par cœur, parce que je les ai lus plein de fois en français. Pour l'anglais, en fait, je relisais toute la saga en anglais et j'ai commencé aussi en allemand, que jusqu'au 4e tome parce qu'après ça devenait vraiment trop long pour Mmh. l'allemand, mais du coup, voilà, je suis plus sur les livres, maintenant. C'est cool d'apprendre des langues étrangères avec Harry Potter. Nous, on reçoit parfois le message de gens qui écoutent notre podcast parce qu'ils apprennent le français. Ça me fait toujours rire. Ouais. Je sais pas si on est les meilleures références pour apprendre le français. Après, au moins, ils vont pas parler le français scolaire. Non. Ça, c'est sûr. C'est ça. En fait, je trouve ça pas mal quand on connaît le sujet, c'est plus Ouais, simple, du ouais. coup, d'apprendre une langue, même si on comprend pas tous les mots. En fait, on a acquiert les automatismes et c'est vrai que c'est pas mal. Ouais, Ouais, ouais. je le conseille si jamais il y en a qui veulent apprendre, qui veulent s'améliorer en anglais, de lire les livres en anglais, ça aide énormément. Carrément, carrément. Bah, ouais, ouais, parce que comme tu connais l'histoire, tu pas besoin de comprendre tous les mots et au fur et à mesure Mmh. de ta lecture, ça va rentrer, en fait, dans ton esprit. Tu vas apprendre sans t'en rendre compte. Ouais, Ouais. effectivement, on donne ce même conseil généralement. Et la fréquence 9 3 quarts, notre podcast, comment tu as découvert, cette émission, merveilleuse? Je l'ai découvert il y a un petit moment, j'ai découvert en 2020, un peu après le premier confinement, du covid et puis, c'était une suggestion Spotify et depuis, vous êtes dans mes oreilles, voilà, tous les mois. Je vous suis. Bah, J'ai rattrapé assez vite, le retard que j'avais à l'époque et puis voilà, depuis je vous écoute, dès qu'il y a un nouvel épisode. Et on remercie le Covid pour nous avoir apporté des auditeurs et des il y a eu auditrices. une collaboration Je suis Covid désolée. Spotify. Non, mais c'est vrai qu'on l'a Non, mais c'est bon, on peut en... oui, oui, Enfin, oui. Mais, voilà, en c'est plus, l'humour noir. je fais la blague, chaque mercredi sur Twitch, hein. Mais, oui, oui, clairement, il y a eu une grosse vague de gens qui nous ont découverts à ce moment-là. Mais, parce que Les je TikTokers ont gagné en popularité grâce au Covid. ouais. Enfin, Oui, voilà, oui, on oui, s'entend. C'est bah, toujours on difficile de s'entend. choisir les mots. Évidemment, on s'entend. OK, est-ce que tu as un personnage préféré, dans la saga? En tout cas, si tu devais en choisir un, lequel ça serait? Hermione, Ah, il y a sans pas de doute, c'est Ah! hésitation. Hermione. Ouais, non, en fait, comme j'ai grandi avec, les livres,
Moi, je me reconnaissais et je me suis beaucoup identifiée à Hermione en grandissant, en fait et bah, déjà, oui, par rapport à la couleur de cheveux, enfin, un peu rouquine aussi, Mmh. et puis le côté, voilà, dans les premiers de la classe à lever la main, enfin, clairement, c'était moi petite, voilà, je m'identifiais énormément à Hermione et puis, c'est un personnage que j'ai toujours apprécié qui a toujours su recanaliser le trio et qui finalement, c'est elle qui résout pas mal d'énigmes dans la saga et donc voilà, moi j'ai une grande affection pour Hermione. Bah, ouais, je comprends tout à fait. Surtout, les lectrices qui se sont, beaucoup identifiées à Hermione, Ouais, moi aussi, ouais. et qui continuent, hein, d'ailleurs de s'identifier, donc ouais, c'est un personnage, évidemment qui nous est tous, très cher. Et au niveau des livres et des films, est-ce qu'il y en a un, qui se démarque, donc un livre, et un film? Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Harry Potter Alors et est-ce que Voilà, c'est Harry c'est Potter et le ça. prisonnier d'Azkaban pour le film? Ah! Pas original du tout, mais ouais, non, clairement, Prisonnier d'Azkaban. Parce que ce soit en film ou même en livre, parce que c'est vraiment le genre de twist à la fin où on est désespéré, enfin voilà, avec Buck, voilà, qui «meurt», entre guillemets, où voilà, toute cette injustice, on vit avec eux et puis finalement dire: «Ah mais non, finalement c'est pas ça» et puis, Mmh. de voir, enfin, je trouve que c'est le début, c'est vraiment le tome, qui change un peu l'univers et qui fait vraiment démarrer, l'histoire, sur plusieurs tomes, quoi. Parce que sinon le 1 ou le 2, la quête se suffit à elle-même, mais à partir du 3, ça ouvre beaucoup plus, l'univers et la quête donc voilà, je trouve que c'est vraiment la transition et puis voilà, ces histoires de retourneurs de temps, moi, c'est ce genre d'histoire que j'aime beaucoup Oh! donc ouais, OK. Prisonnier d'Azkaban. Je comprends, de toute façon j'adore ce J'ai tome, failli je pense relancer c'est la conversation entre nous 2, je sais plus quand. Les retourneurs de temps. ah oui, non, non. Tu m'as dit je pensais, c'était même pas spécialement Harry Potter, mais par rapport aux lignes temporelles et Oui, je oui, oui. recommençais et ça me frise la tête, en fait. C'est Mmh, quelque chose que mon cerveau n'arrive pas à traiter. Les paradoxes temporels. Ouais, 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 ouais. ouais. Ouais, mais c'est ça, ça fait retourner la tête et justement, c'est ça qui est super cool et puis, bah, aussi quelque part dans ce tome-là, je trouve qu'Hermione est aussi pas mal mis en avant avec le retourneur de temps et cetera et donc forcément, voilà, ça me plaît beaucoup. Et justement, on parle du retour, dans le temps, de l'aspect un peu, scientifique, de la chose et des paradoxes que ça peut poser. C'est un lien avec l'after show qu'on va proposer, sur Patreon, puisque tu as un attrait, pour, la science et le thème de l'after show, ça sera justement, une comparaison magie versus science. Science, bah, du monde moldu. C'est toi qui as proposé ce thème, ça va être sympa. Nous, avec Marina, on n'a pas du tout un esprit scientifique. Donc on va beaucoup t'écouter. Je ne vais peut-être pas comprendre grand-chose, mais je vais boire tes Non, on va paroles. pas rentrer dans les détails, sinon je pense qu'on va perdre beaucoup de monde, mais non, non, mais ça va être, je pense que ça va être chouette et puis on va se rendre compte qu'au finalement, ouais, il y a pas mal de parallèles qui peuvent être faits. C'est ça. Tu travailles dans la chimie, si je me souviens Oui, bien? c'est ça, oui. OK, Moi, j'ai fait des études de physique-chimie et puis, actuellement, oui, je suis ingénieure en chimie. ingénieur en chimie. Donc voilà, on va utiliser, enfin utiliser, en tout cas, profiter, de ton savoir, pour justement essayer de comparer, la magie, par rapport à notre science, Et à nous. et je sais plus, est-ce qu'on a demandé la maison? Ah oui, la maison, on a oublié. Et pas forcément très clair, je suis plus, chapeau flou. Je me reconnais, bah, beaucoup dans Serre d'Aigle et aussi beaucoup dans Gryffondor donc voilà, mon cœur, balance entre les 2. Mmh. Et puis, quand je fais le test en ligne, je suis Poufsouffle. Je me reconnais pas dans la maison Poufsouffle, je sais pas pourquoi ça a fait. Après j'ai refait le test, je suis tombée quelques années après, je suis retombée sur, Gryffondor et voilà, sinon moi je me reconnais peut-être quand même un peu plus, sur Serre d'Aigle donc voilà. Entre Serre d'Aigle, majoritairement Serre d'Aigle, Gryffondor. Et bah, tu nous mets, Les bestes. d'accord Ouais, avec parce Marina, que souvent au moins pas de Gryffondor, c'est conflit. pas ultra populaire. Avec nos auditeurs, en tout cas qui viennent, durant un enregistrement. Ouais. Et bah, merci Laetitia, on t'identifie un petit peu plus et puis tu vas nous accompagner, sur tout ce chapitre, 28 et puis, aussi pour l'after show Du coup, pour tu nos serais abonnés Patreon. professeur, maître des potions, Ouais, maîtresse des potions. ouais, tu ouais. Ouais, c'est ça, ça pourrait.
Ah, Après, le grave. seul truc qui me gêne dans les potions, c'est qu'ils utilisent trop d'ingrédients, que je ne cautionne pas. Donc ça, Ah ça Ah, oui, poserait problème dans le monde c'est magique, pas je pense. vegan. oui, oui, oui. Ça, c'est clair. Ou études des moldus, je sais pas à quel point c'est poussé. Enfin, je pense pas qu'ils ont des cours de sciences, hein. Je pense que Je c'est comme pense pas. Je pense Tu ils apprennent serais à se servir du ils savent téléphone. ouais, ils savent pas mettre un jean ou utiliser un téléphone, donc pour bon. l'après-guerre des sorciers, tu pourrais être consultante moldue pour des potions plus respectueuses du monde animal. Ouais. Quelque chose comme Ça ça, tu pourrait. vois. Franchement, ça pourrait être intéressant. Allez, place à la suite de notre relecture. Poudlard nous appelle, donc on transplane là-bas et dès maintenant. Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Chapitre 28. Le pire souvenir de Rogue. Dès le matin suivant la fuite de Dumbledore, toute l'école est déjà au courant de l'histoire dans le moindre détail. Un décret d'éducation signé par Fudge a également été placardé partout dans la nuit afin d'officialiser la prise de position de Dolores Ombrage en tant que nouvelle directrice de Poudlard. Beaucoup d'élèves abordent Harry pour entendre sa version des faits, vu que l'autre témoin, Marietta, est à l'infirmerie. Après avoir écouté Harry lors d'un cours de botanique, Ernie Macmillan en conclut que Dumbledore sera bientôt de retour, car personne n'a jamais réussi à le faire quitter définitivement Poudlard. Ernie a d'ailleurs appris par le moine gras qu'Ombrage est furieuse, parce qu'elle ne parvient pas à entrer dans le bureau du directeur afin de s'y installer. Après le cours, Hermione se lâche contre l'inquisitrice auprès de ses deux amis en la qualifiant de stupide vieille boursouflure assoiffée de pouvoir. Je la cite, hein, c'est pas moi, hein, c'est Hermione qui dit ça. Mais Drago Malfoy l'entend et il lui dit qu'il est obligé de lui enlever des points pour ça. Ernie, qui est toujours dans le groupe, explique qu'il peut pas enlever des points aux autres préfets. Mais Drago explique que les membres de la brigade inquisitoriale, eux, le peuvent. La fameuse milice de Dolores Ombrage qui arrive. Tellement fière de faire partie d'une équipe où il y a le mot inquisition dedans. Oui, la brigade inquisitoriale, hein. Attention, quoi, tout est dans les mots employés, hein. Alors les membres de quoi? C'est quoi cette brigade? Et là, Malfoy leur montre un pins épinglé au-dessus de son badge de préfet. Il explique que c'est un groupe d'élèves triés sur le volet par Ombrage afin de faire régner l'ordre. Et qu'il a notamment le droit de leur enlever des points, préfet ou pas. Il leur prouve en enlevant 5 points à Hermione pour avoir insulté leur nouvelle directrice, 5 points à Ernie pour l'avoir contredit, 5 points aussi pour Ron parce que sa chemise dépasse de son pantalon, et même chose pour Harry, 5 points, mais uniquement parce qu'il ne l'aime pas. Puis il enlève encore 10 points à Hermione parce que c'est une sang de bourbe. Ron sort sa baguette, mais Hermione le stoppe juste à temps. Drago et ses deux gardes du corps habituels finissent par s'éloigner en ricanant. Ernie pense que Malfoy bluffait, mais en vérifiant les sabliers géants un peu plus loin, ils doivent se rendre à l'évidence. Drago vient bien de leur enlever des points. Fred et George, qui se trouvent pas loin, leur expliquent que Montag a essayé lui aussi de leur enlever des points, mais ils l'ont enfermé tête la première dans l'armoire à disparaître du premier étage. Hermione est catastrophée, mais les jumeaux ont pas l'air plus inquiets que ça. En fait, ils ont décidé qu'ils en avaient assez de Poudlard. Et surtout, ils sont bien décidés à faire vivre un enfer à Ombrage. D'ailleurs, ils leur conseillent à tous d'aller déjeuner parce que la phase 1 de leur plan va bientôt commencer. Bon, on fait référence à Montag, en tout cas les jumeaux Weasley font référence à Montag qu'ils ont enfermé dans l'armoire à disparaître. La fameuse armoire. Ah oui, petite question, ce détail-là, à travers une réplique de Fred et George, bah ouais, c'est un détail important, mais pourquoi c'est un détail important? Bah oui, ça va être tout l'enjeu, du prochain tome, donc ouais, c'est important là, c'est la première petite référence et d'ailleurs, ouais, eux, ils s'en fichent quoi. Ils le balancent dans l'armoire, il disparaît on sait pas où, mais aucune pitié pour Montagne, c'est pas de scrupules, c'est vraiment, voilà, les jumeaux, dans toute leur splendeur, on réfléchira aux conséquences un peu plus tard. Mais elle est censée être cassée. Elle Non? est cassée, ouais, et Bah, elle est cassée, mais ils mettent quand même Montag. bah, c'est ça, après eux, Fred et George, ils savent pas qu'elle est cassée, Hmm. mais c'est vrai qu'ils sont un peu en full détente là, parce que en vérité, c'est assez, grave ce qui se passe, parce que comme l'armoire est cassée, Montag, il se retrouve entre Poudlard et la boutique de bar jouet Burke, mais dans une espèce de
de non-être trop bizarre. Et en fait, ça aurait pu lui être fatal. Donc, c'est vrai qu'ils sont là en mode ouais, on l'a enfermé, peut-être la première. Bon, il réapparaîtra d'ici peut-être quelques jours, mais c'est vrai qu'ils Non, bon sont. après ils sont pas au courant, mais c'est Oui, vrai que, pour le coup, ils c'est ont un failli le peu, tuer. Hein. voilà, c'est assez «violent» entre guillemets. C'est pas juste un simple placard où il est enfermé, il va crier, enfin voilà, où il y a peut-être quelqu'un qui va l'entendre. Là, il est autre Ouais, part, quoi. mais Et c'est. j'avais plus les Et puis bon, détails. Je pensais que c'était il va suite à ça disparaître un que moment et personne s'inquiète non plus, ça c'est ça c'est terrible. encore un autre point Ouais, dans le chapitre, c'est «Ah, il a disparu, il est plus là». ouais, c'est ça. On s'inquiète pas de où il est. Heureusement, il va pas disparaître longtemps, mais en vrai, ça aurait pu être plus grave pour lui, on va le voir. Disparu une semaine quand même, hein. Alors, je sais pas s'il y a une semaine qui se passe, parce que c'est un petit peu plus loin dans le chapitre. J'ai l'impression qu'il se passe peut-être 2 jours ou un jour parce que ça sera pendant la séance d'occlumencie de Harry. Mmh. Et là, c'est déjà, enfin cette partie de chapitre se passe sur une journée, c'est la première journée d'ombrage en tant que directrice. Donc je sais pas s'il s'est Ah passé une oui. semaine. Je Mais pense surtout qu'il y a pas de visco. Parce que quand tu es à l'école, oui, oui. avec le relevé de présence, tu sais tout de suite, qui est absent Puis tu dis quoi aux parents? et tu t'en inquiètes. «On a perdu votre fils, on sait pas où il est». «Ah, il Mais est pas ne là vous inquiétez aujourd'hui. pas, Ouais, surtout, vous ne inquiétez vous pas. inquiétez pas, on gère la Il va situation». revenir, il va ben revenir». Ouais. Bah, justement, je rafraîchis peut-être la mémoire, des auditeurs et puis aussi, bah, du coup, Marina, tu faisais référence à ça. En fait, c'est pas à ce moment-là que l'armoire, se casse. C'est pas Fred et Georges qui la cassent en en jetant, Montag, peut-être la première. Si l'armoire de Poudlard est cassée, c'est parce qu'on en a déjà fait mention sans le savoir. Dans le tome 2, Nick a demandé à Peeves de faire du bruit en la faisant tomber et ça permet à Harry de fuir Rusard. C'est le chapitre où Harry, il est dans le bureau de Rusard. Rusard veut lui mettre une. Non mais oui, je viens Oui, d'écouter le livre audio. bah Donc oui, 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 en effet, voilà. ça y est, avec les voix, ça me revient en tête, effectivement. C'est là qu'il apprend que Rusard est un squib. Oui, bah oui. Voilà. Et mais on le sait pas. Et en fait, la grosse armoire que Peeves fait baldinguer, bah, c'est cette armoire à disparaître qui se casse à ce moment-là. Et là, donc, Montag se retrouve dans cette armoire. Et quand il va raconter sa mésaventure, il va expliquer qu'il entendait des bruits de Poudlard et des bruits de la boutique de Barjo et Burke en même temps. Et ça va donner à Drago l'idée de réparer l'armoire dans le tome 6 Oh, afin de l'angoisse. faire entrer les Manches-Morts. Donc c'est quand même beau toute cette arc d'armoire à disparaître parce que on fait souvent référence aux effets d'annonce de J.K. Rowling. C'est quand même un artefact, un objet qu'elle a introduit dès le 2 et qui va prendre de l'importance uniquement dans le tome 6, quoi. Et pourtant, on fait quelques petits rappels de temps en temps. C'est l'art du Euh, détail, mais qui fait vraiment super plaisir quand ouais, à la relecture, de voir ce genre d'infos et puis ça permet de quand on lit une deuxième fois le livre, de redécouvrir des choses qu'on n'avait pas forcément compris à la première lecture et ça c'est vraiment super, quand on se replonge dedans, quoi. bah complètement là, par exemple, Marina, toi, tu écoutes le livre audio full cast du 2 et ce passage, tu fais bah ouais, en fait, Mm. un lien direct avec le chapitre qu'on fait aujourd'hui, mais en fait, qui est dans le tome 5, quoi. Petite anecdote dont on avait déjà parlé, en tout cas c'est sûr pendant notre lecture du tome 2 et peut-être dans une volière. Il y a une anecdote parce que c'est dans cette même armoire, donc dans l'exemplaire présent à Barjo et Burke, que Harry se cache lorsqu'il se trouve dans l'allée des embrumes et qu'il surprend Drago et son père. Sauf qu'à ce moment-là, dans le tome 2, eh ben, les 2 armoires, elles sont fonctionnelles, a priori. C'est-à-dire qu'elles sont pas encore cassées par Peeves. C'est plus tard dans le livre. Et donc, on avait émis cette hypothèse-là. Harry, il aurait pu se téléporter jusqu'à Poudlard. Enfin, on sait pas trop comment ça fonctionne, mais l'armoire est pas cassée. Il y a ni celle qui est chez Barjo et Burke, ni celle qui est à Poudlard. Donc, est-ce que Harry se téléporte pas à Poudlard parce qu'il laisse la porte entrouverte s'il l'avait fermée? Est-ce qu'il serait Mm. retrouvé à Poudlard? C'est assez marrant de se poser la question, en tout cas. Alors que le trio se dirige vers la grande salle pour déjeuner, Harry est interpellé par Rusard qui lui dit que la directrice souhaite le voir. Harry a tout de suite le réflexe de répondre qu'il a rien fait, ce qui fait rire Rusard qui y voit le signe d'une mauvaise conscience. C'est pas moi, ça a un peu l'air rigolo. Ça c'est drôle, c'est typique adolescent. «Non mais c'est pas Oui, moi, c'est j'ai ça. rien fait». Alors que toi, tu penses à Quand on a rien du trop tout de l'habitude spécial. de se faire Ouais, alpaguer, enfin voilà, ouais. par les professeurs. «Non, non, mais c'est pas moi, je vous jure». Pourquoi tu m'attrapes? Et toi, pourquoi tu cours? Et voilà, c'est Mm. un peu. Ouais, ouais, ouais. C'est typique adolescent. Ouais, c'est vrai. Harry est alors contraint d'abandonner Ron et Hermione et il suit Rusard qui le dirige vers le bureau d'ombrage. En chemin, le concierge dit d'un air ravi que les choses changent enfin.
Il a toujours pensé que Dumbledore était trop laxiste avec les élèves et que tout le monde arrêterait de faire les pitres si jamais il pouvait fouetter les élèves jusqu'à l'os ou les pendre par les pieds. Je cite vraiment le texte, hein, c'est ce qu'il raconte. C'est pas du tout exagéré. C'est clair. Et Harry se dit que c'est bien joué de la part d'Ombrage de se mettre Rusard dans la poche, vu tout ce qu'il connaît du château. Apparemment, elle a gagné la confiance de Rusard. Mais la question, c'est vrai, c'est est-ce que Ombrage irait jusqu'à accepter le fouet et la pendaison par les pieds avec Rusard, quoi? Bah, Est-ce que... déjà, c'est leur rendez-vous à 2 du samedi soir. Ah Mais après, est-ce qu'ils non, iraient non. infliger ça aux élèves comme une torture, punition éducative Je refuse cette fanfiction. Oh les gars, C'est retoqué. Non, 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 non. fanfiction, dark romance, ombrage, Rusard. Mais 50 nuances de grès. enfin, là, ça donne l'impression que Ombrage, elle a promis ça à Rusard, quoi. Qu'elle lui a dit oui, oui, on va remettre les sévices corporels. Ouais, est-ce que c'est Rusard qui est dans son délire ou est-ce que Ombrage lui a vraiment promis ça, quoi? Je Bah, sais pas. après, elle fait déjà des sévices corporels avec, en gravant, C'est sur les vrai. mains des élèves. C'est quelque part, elle a déjà franchi le cap, hein, parce qu'après, enfin Harry, il garde la cicatrice de «Je ne dois pas mentir», il le garde. Donc fouetter jusqu'à l'os, alors c'est pas fouetter jusqu'à l'os, c'est graver jusqu'à l'os, mais quelque part, elle l'a déjà fait. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. L'autre question, c'est est-ce que finalement Rusard lui-même, s'il avait l'autorisation, est-ce qu'il le ferait? Ah, je sais pas, Rusard, j'ai plus de doutes. Parce Je que, l'avais dit la dernière enfin, fois. fouetter jusqu'à l'os, c'est fort quand même. Là, on est dans Game of Thrones, hein. Les carreaux, quand ils prendront le contrôle de Poudlard dans le 7, on sait que les élèves, ils se font martyriser. Donc pourquoi pas, hein, ça se trouve, Par Rusard, il... Rusard? Non, bah, par les carreaux. Ouais, Alors, Rusard, je sais pas, tiens, c'est une bonne question. Est-ce que Rusard participe on sait pas. Enfin, ça se trouve, il jubile hein, dans 7e année. Hein. Ouais, c'est jusqu'où Rusard a été dans le 7. Ça permettrait de comprendre s'il est vraiment sérieux à ce moment-là. Mais dans les écrits de Pottermore, on voit quand même qu'Ombrage, elle a pas vraiment de limite, Ouais. pour mettre en marche, certains plans d'action parce que l'autrice disait dans Pottermore que les personnes, qui se mettaient sur le chemin d'Ombrage avaient tendance à disparaître Oui, mystérieusement. oui, oui. Donc moi, ça m'étonnerait pas qu'elle ait fait faire disparaître quelques personnes, pour toujours, quoi. Mm, mm, mm. Ça m'étonnerait pas. Les 2 le feraient, je n'ai aucun doute là-dessus, nous dit par exemple Étienne dans le chat. Ouais, ouais, bah, je pense que les 2 c'est un duo d'enfer, hein, attention, hein. Donc après, on imagine leur week-end comme on veut, hein. Marina a déjà ses petites idées. Mais c'est vrai que eux 2 au contrôle de l'école, ça fait un petit peu peur et c'est ce qui se passe dans le set et en fait, on a très peu de détails finalement de ce qui se passe dans le quotidien des élèves, dans les reliques de la mort. Mais on peut imaginer effectivement que Rusard a peut-être, fait ça, quoi. Il a peut-être fouetté des élèves, quoi, c'est terrible. Un truc par Oui. rapport à Rusard, moi je pose la question, c'est si vraiment c'était avéré qu'il fouettait les élèves, est-ce que Dumbledore l'aurait gardé à Poudlard en étant directeur? Bah, après ça n'arrive pas parce que c'est vrai que dans Non, mais s'il avait des rumeurs comme quoi par le ah oui! passé, il y a longtemps, il avait tendance Ah oui, non, par le passé, à c'est sûr que non. Il l'a jamais fait, mais par contre, est-ce qu'il bah, par le passé, c'était autorisé. Souvent, il disait: «Oh, par le passé, le bon temps, ouais, mais là, où je il y pense avait les qu'il sévices», quand au tout début de la fondation, quand ah il est oui! venu et tout, tu vois? Mais si Ouais. lui l'a fait à un temps au tout début où c'était OK, moi je pense que Dumbledore ne l'aurait jamais gardé. Moi, je pense pas parce que, enfin, je veux dire, même 50 ans en arrière, comme Tom Jedusor était élève à Poudlard, je pense pas que le concierge, à ce moment-là, avait l'autorisation de fouetter les élèves, sachant que c'était, Armando Dippet, le directeur, qu'il était proche de Dumbledore, qui était lui-même déjà, prof de métamorphose à Poudlard. Je vois pas Dumbledore faire partie, du corps enseignant et en même temps que l'école autorise ce genre de pratique. Je pense pas. Je pense que Rusard, il est en plein délire. Peut-être qu'il parle du XIIe siècle, hein, mais pas de pas d'un passé proche, quoi. Ça fait partie Ouais, des légendes ouais. de Poudlard, peut-être, ça fait partie de ces voilà, de ces fantasmes aussi, de dire de voilà, d'imaginer ça, qu'avant c'était mieux, enfin voilà, mais À l'époque, on à faisait ça, l'époque, ouais. ouais. À l'époque, pour Noël, on avait qu'une orange, alors, regarde tout ce que tu as aujourd'hui. Et puis on allait à l'école à pied, hein, 1 heure et demie, Mmh. aller et Et on se retour. plaignait pas, hein. On se plaignait pas! Mmh. Ah là là. Arrivé au bureau d'ombrage, Rusard frappe et entre avec Harry. La pièce n'a pas changé, à part un écriteau sur le bureau qui indique désormais directrice. Son balai et ceux des jumeaux sont tristement cadenassés au mur.
Wizard se retire avec des formules de politesse mielleuse, laissant Harry seul avec le crapaud. C'est une métaphore, évidemment. Ombrage ordonne sèchement à Harry de s'asseoir et il s'exécute en se demandant bien quelle horreur l'attend cette fois. Ombrage lui demande ce qu'il veut boire. Harry est choqué. Quoi Quoi, ce que je veux boire C'est quoi cette histoire Ombrage se répète en lui proposant thé, café ou jus de citrouille. Harry ne veut rien, mais la directrice insiste, alors il choisit du thé. Ça me fait penser à la scène Prenez un biscuit, Potter, avec McGonagall. Dans une autre ambiance. Hein. De dos, Ombrage prépare le thé, puis elle sert Harry en lui conseillant de le boire avant que ça refroidisse. Elle ajoute ensuite qu'elle souhaite s'entretenir avec lui à propos des incidents de la veille. Après un moment d'observation silencieuse, Ombrage remarque que Harry ne boit pas. Bien sûr que non. Je trouve qu'elle est pas très discrète quand même. Ouais. Attendez, je vous prépare le thé. Ne regardez pas, fermez les yeux, Monsieur Potter. J'ai l'habitude de vous mépriser, vraiment, hein, vraiment. De vous entailler la main, mais là, je vais vous proposer un petit thé, un petit café. Vous voulez Ça sent option Ouais, ouais. végétale ou lait de vache? Non, mais j'ai pas besoin de sucre. Ah, non, mais vous inquiétez pas. Non, mais. J'ai de la stevia. Non, mais rien. Non, Too mais vous much. inquiétez pas. Je vous ai même fait... Oh, ça va trop loin. La petite mousse avec votre visage ou avec la petite feuille. Regardez, faut le boire. J'ai dessiné un cœur. Ouais. Harry Potter forever. Harry porte alors la tasse à ses lèvres, puis il se ravise en observant une peinture de chat au mur. Les yeux bleus de l'animal lui refont penser à l'œil magique de Maugrey et de ses conseils en matière de défense. En l'occurrence, ne surtout pas boire quelque chose offert par un ennemi. Il décide alors de garder les lèvres fermées et de faire semblant de prendre une gorgée. Ça veut quand même dire que Harry, il était prêt à le boire. Hein. C'est-à-dire qu'il comprend pas tout de suite qu'il y a un piège. Les jeunes. Ouais. Tu penses au cours du vrai ou du faux Maugrey? Ah bah, Du coup, c'est le faux, forcément. Ouais. Ouais. Bah oui, forcément. Du faux? Il n'a eu que le faux en cours, quoi. Donc oui. En fait, il J'ai pas eu repense. l'occasion de vraiment discuter avec lui après Ouais, c'est vrai. après coup. Mais là, il repense au conseil d'un mange-mort. Ouais, mais en tout cas, tu peux obtenir des super conseils d'un Ah bah oui. mort sur finalement, si on veut faire dire la vérité à quelqu'un, on met ça dans ça. Là, Bah pourquoi oui, tu oui. devrais pas boire Horcrux Junior a été de très bons conseils à Harry. D'ailleurs, Bah oui. on l'avait déjà dit, mais c'est lui qui, la première fois, lui a dit qu'il ferait un bon Aurore. Et on sait que Harry deviendra Aurore. Donc c'est en partie grâce à un mange-mort que Harry devient Bah oui. Aurore, je sais pas. Non, mais Ouais, c'est un peu le paradoxe de Barty Junior. Hein. On l'adore. Ombrage n'y voit que du feu et un grand sourire diabolique se dessine sur son visage. Sans transition, elle demande alors à Harry où se trouve Dumbledore. Harry lui répond qu'il n'en a aucune idée. Ombrage semble déçu, mais elle enchaîne avec une autre question. Et où se trouve Sirius Black ? Les mains de Harry tremblent un peu lorsqu'il fait à nouveau semblant de boire, et il répond que là non plus, il ne sait pas. Ombrage explique que c'est elle qui a failli capturer le criminel Sirius Black dans la cheminée l'autre soir, et elle est certaine que Black était venu communiquer avec lui. Alors une dernière fois, elle demande « Où est Sirius Black ?» Harry se contente de l'observer sans dire un mot. Plusieurs secondes s'écoulent avant qu'Ombrage abandonne. Très bien. Elle veut bien croire qu'il n'a aucune info pour cette fois. Elle lui indique toutefois qu'elle a désormais toute la puissance du ministère pour contrôler Poudlard. Tous les feux de cheminée sont surveillés, sauf le sien, bien entendu. Sa merci pour l'info, bitch. Ouais. Oui, c'est le petit wink-wink, hein, la petite préparation paiement. Ma cheminée n'est pas surveillée, bien entendu. Wink-wink. Sa brigade inquisitoriale vérifie tout le courrier qui entre ou qui sort de l'école et M. Rusard veille au grain pour elle. Et si elle découvre la moindre petite, et là, boum! Une énorme détonation fait trembler le sol du bureau. Ombrage ouvre la porte et Harry en profite pour vider rapidement sa tasse dans un vase. Alors qu'au loin, des bruits de foule en panique retentissent, Ombrage demande à Harry d'aller déjeuner immédiatement, puis elle file dans le couloir d'un pas pressé, sa baguette en main. On a déjà évoqué des pratiques de la magie qui ne sont pas impardonnables en soi, puisqu'il n'y a que 3 sortilèges impardonnables, mais certaines pratiques quand même, on s'est posé la question, est-ce que ça ne pourrait pas être impardonnable de la même façon que ces 3 sortilèges-là ? Et moi, je pense que c'est le cas du Veritaserum. Enfin, je veux dire, là, c'est quand même chose qu'en train de faire Ombrage, quoi. Oui. Moralement parlant. Surtout à un enfant mineur. Ouais. Enfin, même de manière générale, ce sont pas des pratiques cautionnables, mais de toute manière, elle a aucune limite.
elle va sur son objectif et elle y va. Mais du coup, je me suis demandé pourquoi elle pose des questions sur Sirius Black au final, parce que qu'elle pose des questions sur Dumbledore, ça fait sens, mais Sirius Black finalement, il n'interfère pas vraiment avec l'école et avec son autorité, donc je sais pas trop quel intérêt elle aurait, à Ah, savoir juste parce qu'elle l'a vu dans la mmh, cheminée peut-être? c'est intéressant, effectivement, qu'elle évoque Sirius Black à ce moment-là. La gloire de le rattraper. Ouais, je pense que c'est une preuve qu'elle pense vraiment que le ministère, est dans le droit chemin et sur la bonne lignée. C'est-à-dire qu'elle veut capturer Sirius Black parce qu'elle pense que c'est un mange-mort en fuite et effectivement, il est recherché par le ministère et elle aimerait bien mettre la main dessus quoi, avoir cette gloire. Je pense qu'elle est premier degré sur Sirius Black, je pense qu'elle Mmh. pense que c'est vraiment, un mange-mort fugitif, un ancien, proche de Voldemort et il faut que le ministère, le retrouve quoi, à un moment donné. Puis même si tu pas coupable, hein, le fait qu'elle veut récupérer un peu l'ennemi, bah, du coup numéro 2 après Dumbledore, Ouais. pendant un take down, Ouais, ouais. Non, ça tout ça sert à sa carrière. aussi Ouais, pour être discréditer dans les bons Harry. petits papiers ou Mmh. c'est vrai. Ce serait une manière de discréditer Harry, parce que si un lien de correspondance, est établi entre lui et Sirius Black, ça pourrait, nourrir au complot comme quoi Harry ment sur un éventuel retour de Voldemort pour semer la pagaille, dans le monde des sorciers. Mais, Oui, c'est vrai. voilà, je pense que c'est pour ça. Après aussi, j'ai relevé le fait que la brigade inquisitorielle vérifie tout le courrier qui entre ou qui sort de l'école. Ça veut quand même dire que Drago Malfoy peut lire toute ta correspondance, hein. Mmh. Et ça, c'est quand même, assez pénible à apprendre. Et en plus, c'est la majorité des élèves et les parents à l'extérieur, la famille, les amis, continuent à vivre sans tout ça, sans ce complot. Ouais, Enfin, sans ce complot, vous voyez ce que je veux dire? Sans cette sécurité. Donc il y a des choses qui les regardent carrément pas, en ouais, fait, c'est clair, et c'est des choses terrible, qui hein. sont intimes. Ouais, la confidentialité, Oui, et intimité, hein. Quand tu sais qu'une bande de Serpentards peut lire, tout ce que tu écris, même à tes parents, tout ça, enfin, mmh c'est mh. horrible. Et puis en plus, vu les élèves qui lisent le courrier, c'est pas forcément les plus Ouais, intentionnés, quoi. Ouais, c'est ça. Ils peuvent clairement Mmh mh. s'en servir pour nuire aux autres élèves, c'est pas forcément, la meilleure idée. Mais bon, comme toutes les idées venant d'Ombrage, c'est pas forcément ouais. les meilleures. Petite question pour vous, par rapport au Veritaserum. Même si Harry en avait bu, la potion n'aurait eu aucun effet. Pourquoi? Parce qu'elle a pas respecté le dosage, Alors, pas tout à fait. parce que ça l'aurait tué. Non, Merci, Bah, les questions qu'elle a posées pour Dumbledore, au final, ça, il aurait pas enfin, il en sait rien, donc ça, il aurait pas pu répondre, c'est vrai. dans Par tous les cas. contre, pour ah! Sirius, Bah, il aurait pu Par contre, répondre pour ouais. Sirius, voilà, ça aurait été, là, ça aurait été plus problématique. Mais pour Dumbledore, en tout cas, il était épargné. ouais. J'ai tenté de piquer les réponses de Laurence, en fait, dans le chat. À un moment, elle a parlé que on va apprendre qu'elle avait surdosé, le Veritaserum et du coup, je pensais que c'était par rapport à ça. Non, 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 c'est pas la réponse, mais la réponse a été donnée par Laurence. C'est effectivement du faux Veritaserum, en fait. On va l'apprendre plus tard dans Ah, le c'est du faux? c'est du faux, en fait, parce que Rogue, il Ah! prépare un faux Veritaserum, pour Ah, elle. j'avais pas co ah OK, Bah d'accord. oui, il lui fait croire qu'il lui Donc prépare en du plus, elle Veritaserum. l'avait surdosé, mais il aurait pas pu mourir dans tous les cas, de toute façon, C'est pas qu'elle l'a surdosé, c'est juste que c'est une potion qui Ah! est inefficace à ce moment-là. Elle pense que, découvrir la vérité auprès des élèves, Mmh. Rogue, il a trafiqué le truc. Elle est vraiment respectée par aucun prof. Ouais, bah Mmh. oui. Après, Rogue fait Que ce ça soit les parce que profs ou les élèves, il y a personne qui qui l'estime suffisamment, ouais, voilà pour, mais Rogue fait ça parce qu'il est dans l'Ordre du Phénix, évidemment. Il a aucun intérêt à rentrer dans le jeu d'ombrage et ça serait dangereux, en fait, qu'il prépare du véritable Veritaserum. Donc il se met en danger ici, hein, quand même, à trafiquer une potion que lui demande de faire Ombrage. Mais ouais, c'est une des actions que fait, Rogue dans l'ombre au service de l'ordre. Et aussi, juste pour finir sur le Veritaserum, parce que c'est une question qui revient de temps en temps. JK avait expliqué sur son site qu'un sorcier aguerri et préparé peut se protéger des effets du Veritaserum en bloquant sa gorge ou en transformant la potion ou, même en utilisant l'occlumencie d'ailleurs. Et c'est pour ça, et c'est là où la question revient souvent, c'est pour ça, selon elle, hein, que la potion n'est pas utilisée lors des procès. Parce qu'on lui a posé la question: «Mais il y a des procès, pourquoi on leur fait pas tous boire du Veritaserum?» Bon, réponse simple, si on est suffisamment préparé et puissant, le Veritaserum, on peut le combattre. D'ailleurs, on peut se poser la question, est-ce que Harry, serait pas capable de combattre le Veritaserum? Après tout, il arrive à combattre l'Imperium dans le 4.
Est-ce que ça demande pas la même puissance magique pour combattre l'effet du Veritaserum? Peut-être que c'est un peu plus difficile. C'est quelque chose que tu ingères en plus. Ouais. Enfin, C'est un peu plus difficile d'obtenir vraiment des réponses de la part d'un Harry qui quand même, a l'air assez puissant, pour lutter contre ce genre de sortilège. parce que ça joue sur l'organisme alors que ah non, l'Hyperum aussi? Ah ouais. Ouais, Ouais, mais plus c'est un peu un Imperium, mais sous mmh, forme de potion, le ouais. Veritaserum en vrai, hein. Ça te force à dire la vérité, l'Imperium te force à faire tout et n'importe quoi. Oui, à faire. Donc Ouais, c'est tu peux bloquer tes mouvements, ouais. mais du coup, est-ce que tu peux bloquer ta parole? Tu vois? Enfin, ton cerveau qui t'oblige à parler. Bah, Et ouais, si je tu mets un sort, pense du coup, peut-être pour t'empêcher de parler, ça peut contrer le temps que les effets se dissipent, ça peut être peut-être une technique aussi. je pense qu'avec l'Imperium, tu peux faire dire des choses à tes victimes. C'est-à-dire que tu les mets sous Imperium et en fait, la victime va répondre, va dire à voix haute des trucs que tu veux qu'elle Mmh. dise. Donc, si tu luttes contre l'Imperium, tu luttes contre ça, Oui, finalement. c'est Ouais, ça. ouais. Bah, Bon, là, c'est différent parce que c'est vraiment ça la agit vérité. 2 fois Ouais, ouais, c'est la différemment. vérité. Ouais. Bon, on revient avec, Ombrage qui quitte précipitamment son bureau suite à cet énorme boom qui a retenti. La source du chaos, n'est pas difficile à trouver. À l'étage du dessous, Fred et George ont allumé des feux d'artifice magiques qui sèment la pagaille. Des dragons d'étincelles volent dans les couloirs, des soleils émettent un bruit assourdissant et des cierges magiques inscrivent des jurons dans les airs. Sans compter de nombreux pétards en tout genre qui semblent se multiplier encore et encore. Ombrage et Rusard sont en full panique. La directrice tente de stupéfixer une fusée, mais cette dernière explose en détruisant un tableau derrière elle. Ombrage crie à Rusard qu'il ne faut surtout pas les stupéfixer, un peu comme si c'était lui qui venait de le faire, c'est assez marrant. Et Harry se marre parce que il sait que Rusard est de toute façon incapable de produire la moindre magie. En s'éloignant, Harry tombe sur les jumeaux qui se cachent dans un passage secret. Ils se retiennent d'exploser de rire devant la réaction d'Ombrage et de Rusard, le duo de choc. Harry les félicite discrètement et George le remercie et il répond qu'il espère qu'Ombrage va essayer un sortilège de disparition ensuite parce que ça multiplie les fusées par 10. Mmh. Ils me font trop rire les jumeaux. Je Et trouve en que f c'est vraiment un coup de génie. Ouais, ils sont tellement doués en vrai. ouais. Mmh. Carrément. Puis là, ils sont Ah ouais, en fait, ils vont l'expliquer un peu plus tard, mais ils se sont toujours retenus de franchir une limite qui les ferait, faire quitter Poudlard. Mais là, ils sont hyper, libres parce qu'ils savent qu'ils vont quitter Poudlard et ils sont d'autant plus dangereux pour la direction parce qu'ils sont sans limite, quoi. ils sont en roue libre. Oui, c'est ça. Mmh. Ah mais je trouve ça génial parce qu'au final, Ombrage, ça fait, je ne sais combien de chapitres qu'elle énerve tout le monde et qu'on a juste envie de la remettre à sa place et là, je trouve que c'est le moyen parfait parce que ça gêne personne. Ouais. Tout le monde en profite et il y a juste ça énerve vraiment juste Ombrage et il y a juste elle qui court partout, enfin Ouais. j'imagine trop avec des cheveux en pétard, en Mmh. train de les yeux énormes, en train de crier des ordres, des contre-ordres, enfin dans tous les sens, à Rusard qui peut de toute manière rien faire et d'imaginer les 2 courir partout dans le château, je trouve ça trop drôle. Elle se fait karma, enfin, dans ce chapitre. Ouais, Ombrage et Rusard n'arrivent clairement pas à se débarrasser des feux d'artifice ce jour-là, si bien que l'après-midi de cours est chaotique. Lorsqu'un dragon fait éruption en pleine classe de métamorphose, le professeur McGonagall demande calmement à Lavande d'aller chercher la directrice afin qu'elle règle la situation. Ombrage passe ainsi sa première journée en tant que directrice à courir de classe en classe, les autres professeurs semblant incapables de s'occuper des feux d'artifice par eux-mêmes. Spoiler alerte, ils le font exprès de ne pas bouger le petit doigt évidemment. Chose que Flitwick admet lui-même avant qu'Ombrage sorte de sa classe. Il n'était pas sûr d'avoir l'autorité nécessaire, donc il a préféré l'appeler directement, parce que pour rappel, Ombrage a fait passer un décret qui interdit aux profs de parler d'autre chose que de leur matière. Donc, à Ombrage de s'occuper des Contre feux nos d'artifice. Contre une eau. Boum. Ça n'a pas de lien avec ma matière, ces feux d'artifice, madame la directrice. C'est assez jouissif quand même, cette douce vengeance de la part des profs, quoi. Ça fait plaisir. Le karma. je pense eux aussi, ils sont trop contents. Je pense qu'eux aussi intérieurement, ils remercient les jumeaux, de l'en faire baver, enfin Ouais. comme ça parce que ouais, clairement là, tout le monde est content, ça fait sourire tout le monde, ça leur donne de la bonne humeur malgré le départ de Dumbledore et puis, voilà, comme tu as dit, c'est le karma, le karma pour Ombrage. Mais même le professeur McGonagall, et c'est là où
On voit que les choses sont critiques quand même parce que c'est le chaos et McGonagall s'en occupe pas. Alors qu'on sait qu'elle aime l'ordre à Poudlard. Mais là, ça veut dire que bah, finalement, ce chaos, il est mérité Mm. pour Ombrage. Oui. Fred et George sont acclamés en héros dans la salle commune de Gryffondor ce soir-là. Même Hermione les félicite pour la qualité de leur feu d'artifice. Ça, c'est un peu comme McGonagall, justement. Le fait qu'Hermione les félicite, c'est quand même assez fou. George indique que ce sont leurs tout nouveaux feu fou Fuzzboom. Une file d'élèves fait d'ailleurs déjà la queue pour passer des précommandes auprès de Fred. Le business, toujours. Ah ouais. Opération de fou, meilleure pub. Parce que quitter Poudlard, oui, mais quand même faire une petite promo marketing avant, ça serait trop Là, dommage. tout le monde va en parler pendant des semaines, des mois, voire des années. Enfin, du coup, là, c'est clair qu'ils se font leur pub. Je sais pas avant si c'était que au sein de la maison Gryffondor ou s'ils commençaient déjà aussi à vendre aux autres maisons. Enfin, à quel point ils étaient connus pour ça. Mais là, c'est clair qu'en termes de coût de pub, ils Ouais. pouvaient pas faire mieux. Je sais qu'ils faisaient leur petit truc dans la salle commune, mais je sais pas s'ils pouvaient le faire genre dans les couloirs et tout, je pense pas. Ça va être Ouais, trop chaud. je pense pas parce que je pense qu'avant le 5, ils faisaient déjà, ils testaient déjà leurs premiers produits, mais uniquement sur eux-mêmes et puis en petite quantité. Parce que c'est vraiment l'or que leur offre Harry à la fin du 4, sa récompense en tant que vainqueur du tournoi des Trois Sorciers, qui va leur permettre de développer leur activité et notamment du coup de faire tester leurs produits aux élèves dans la salle commune, etc. Mais avant, Je je crois crois pas qu'ils en qu'ils. vendent un peu quand même. Ah, dans le 4. Ouais, non, Non, peut-être. là, dans le 5. Ah oui, dans le 5, oui. Oui, 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 oui. oui, oui. Oui, bah oui, et Hermione, en tant que préfète. Oui, mais la question, c'est est-ce que ça allait au-delà des Gryffondors? Ah ouais! Oui, j'ai pas compris la question. Bah non, je sais pas pourquoi ils nous racontent Ouais, je pas pense, hein. l'historique. Parce que là, en plus, les feux d'artifice, tout le monde les voit, donc je pense qu'ils se font aborder par d'autres élèves des autres maisons. En retrouvant les garçons attablés à leurs devoirs, Hermione leur propose quelque chose d'inédit. Bon, et s'ils prenaient une petite soirée de repos? Ça lui ressemble pas. Ron s'inquiète de l'état d'Hermione, mais elle lui explique que c'est juste qu'elle se sent un peu rebelle aujourd'hui. La Hermione Gryffondor qui ressort un peu, je trouve, provoquée, stimulée par Fred et George. Lorsque Harry part se coucher ce soir-là, il aperçoit un cierge magique afficher le mot crotte dans le ciel. Et là, j'ai noté, je suis sûr que ça a fait rire Marina. C'est genre de bêtises un peu bêtes, quoi. Ah, j'aime. C'est trop bien comme blague. Crotte. devant la. Oui, c'est parce qu'on s'est dit que les cierges, ils affichent des jurons, mais on sait pas trop ce que c'est. C'est Bah, tellement immature. crotte. Devant la fenêtre de notre mère. Oui, crotte. Poupe. Prout. Prout. Et Ombrage qui regarde par la fenêtre, qui dit, tiens, je vais regarder si tout va bien et qui voit tous les jurons. En se demandant comment Fudge réagira en apprenant que la première journée d'ombrage a été un chaos complet, Harry ferme les yeux puis s'endort. Il se retrouve quasi instantanément dans le couloir du département des mystères. La porte, au bout du couloir, s'ouvre, comme elle l'avait déjà fait en cours d'occlumencie. Une fois dans la pièce circulaire avec les autres portes, il en franchit une pour la première fois. Il traverse alors rapidement une longue pièce rectangulaire. Ce qu'il veut atteindre, c'est une autre porte tout au bout. Il s'approche, il touche la porte, et elle s'ouvre. Il se retrouve alors dans une vaste pièce faiblement éclairée, aussi vaste qu'une église. Des hautes étagères sont alignées. Sur ces dernières se trouvent de nombreuses sphères poussiéreuses. Son cœur bat la chamade. C'est le lieu qu'il cherchait. Il y a quelque chose dans cette pièce qu'il recherche ardemment. Mais d'un seul coup, bang! Dans le parc, 2 feux d'artifice se sont percutés, laissant derrière eux une progéniture de porcelets ailés et roses. Une autre forme d'humour de Fred et George. Les autres garçons sont euphoriques en jetant des regards par la fenêtre du dortoir, mais Harry, lui, est frustré et surtout, il redoute la prochaine séance d'occlumencie du lendemain soir. Et là, c'est marrant parce que je me suis fait la petite réflexion. Je me dis que le rêve qu'il vient de faire a l'air bizarrement plus réaliste que l'événement du monde réel qui le tire du sommeil, à savoir des porcelets ailés et roses qui volent dans les airs. C'est un peu le monde inversé ici, c'est assez marrant. Le Mais monde de la Paris, magie. parfois, c'est un peu ce monde-là. Je te l'ai pas raconté, mais
Quand je suis sortie samedi soir à Paris, Châtelet, je crois. On regarde autour de soi, Paris, il est 22h, 23h, dans un quartier assez animé et putain, ça pourrait être un rêve, on me Oui, croirait oui. pas. Que des gens Parce que, bizarres qui en font fait, des. on tourne la tête et il y avait tellement d'action et tout. Je me suis vraiment déshabituée des grandes villes, en fait. Oui, nous, on habite la campagne, les amis. Hein, c'est pour ça. Maintenant, oui, c'est pour ça. À Lyon, j'étais un peu plus. Voilà, j'avais du recul, mais là, non, j'ai plus de recul. La réalité est parfois plus étrange. Effectivement. Première mention ici aux prophéties. Bon, alors évidemment, on ne sait pas que ce sont des prophéties. Les objets sont décrits comme des sphères poussiéreuses, mais il s'agit bien des prophéties. Ici, on s'approche du but, hein. Chapitre 28 en même temps. Non. Ouais. Non, de toute façon, il y a des chapitres qu'on va passer, je vous le dis. On va pas faire tous les chapitres. Ah oui, ah oui, ça va. On La va fin va être réécrire des compliquée. passages. Harry passe la journée du lendemain à redouter le cours d'occlumencie. Surtout qu'avec tout ce qui s'est passé, il n'a pas pris le temps de faire ses exercices. Et surtout, il a été encore plus loin dans son rêve. Donc il a peur que Rogue s'en aperçoive. En route vers le bureau de Rogue, il est interpellé par Cho. Cette dernière explique à Harry qu'elle ne pensait pas que Marietta pourrait tout raconter. C'est quelqu'un d'adorable et qu'elle apprécie beaucoup. Et bon, elle a simplement commis une erreur. Harry précise qu'elle les a quand même tous balancés, elle y compris. Mais Cho défend son ami, d'autant que la mère de Marietta travaille au ministère. Harry fait remarquer que le père de Ron lui aussi travaille au ministère, et c'est pas pour autant qu'il a le mot cafard écrit sur sa face. D'un ton glacial, Cho rétorque que ça, c'était un coup bas d'Hermione, et qu'elle aurait dû tous les prévenir qu'elle avait ensorcelé la liste. Et quand Harry dit qu'il trouve que c'était une excellente idée, au contraire, Cho fait remarquer que oui, évidemment, quand on parle de sa petite Hermione chérie, on s'était questionné sur le sortilège d'Hermione un peu plus tôt. Est-ce que c'est bien ou pas bien, moralement parlant? Là, Cho, elle le Pas verbalise comme elle vraiment. l'a fait, elle a raison, tu vois. Ouais. C'est vrai. Est-ce que Hermione aurait dû les prévenir ou pas avant de signer? Le débat est ouvert, tu vois, à sa position. Je suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup qui auraient signé Oui, peut-être pas. Hein. s'ils avaient su. Juste par précaution. C'est Ou elle ça. aurait pu faire ça différemment. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. En tout cas, Cho n'a pas aimé ce move d'Hermione. Effectivement, on peut le remettre en question. Ouais, là, c'est un peu difficile de la défendre, Hermione, sur ce coup-là. Ouais. Ah, c'est la fougue Petite de Hermione l'adolescence. chérie. Bah Oui, ouais. et en même temps Cho avec sa jalousie un peu puérile, mais en même temps, voilà. C'est pas puéril, il est tout le temps en fourra avec Hermione. Oui, d'accord, oui. Est-ce que vous devinez Oui. C'est peut-être une remarque de quelqu'un qui a aussi de la jalousie. Je suis pas jalouse. Non. Plus jalouse. Non, mais tu comprends Cho. Bah, à leur âge en plus. Oui, à leur âge. Ouais. Qui n'a jamais compris ça? Après, Harry, il a aussi un peu bêta de pas lui dire clairement, bon, écoute, Hermione, c'est mon amie, j'ai aucun sentiment pour elle, maintenant arrête, quoi. Il pourrait très bien mettre les choses. Enfin, il l'a dit un peu chez Madame Pied-Dodu quand même. Mais bon, je crois qu'elle n'était pas en état de l'écouter à ce moment-là. Désolée, je crois que mon nez a fait un bruit bizarre. Quand Cho utilise l'argument Hermione, Harry la met en garde de pleurer à nouveau, mais Cho s'écrie qu'elle n'en avait pas l'intention. Oui, là, la remarque d'Harry, ça va pas non plus. Hein. Puis C'est elle pas un très bon move de sa part, là, pour, là, s'il voulait je sais pas quelles sont ses intentions, là, s'il compte encore la reconquérir ou quoi, ou s'il a encore, je pense essayé de pas. faire quelque chose, mais là, je crois que ça signe vraiment ça clôture, Non, mais depuis le le peu départ, qui avait démarré. Ouais. c'est un naufrage, un naufrage, comment dire, Programmé. ouais, c'est ça, anticipé. Enfin, on savait très bien que ça allait pas du tout aller. Ouais, puis il y a quelque chose qui s'est brisé le jour de la Saint-Valentin après Olard. Enfin, c'est. Puis il réalise avec un ado, qui doit rivaliser avec l'ex mort, tu vois. Oui, C'est parfait. C'est pas possible. Impossible. Bon chance. Mais oui, Harry qui dit ah non, tu vas pas te remettre à pleurer. Le gars qui a rien compris de ce qui s'est passé après Olard aussi. Mais bon, là, il est sur les nerfs. Hein. Voilà. Faut pas le titiller, Harry. Puis Cho part d'un air indigné, laissant Harry seul dans le couloir. Évidemment, la dispute avec Cho n'arrange rien à l'humeur d'Harry. Et c'est bouillonnant de colère qu'il se retrouve face à Rogue qui ne manque pas de lui signaler qu'il est en retard. Comme à son habitude, le maître des potions verse des souvenirs dans la pancine, puis il demande à Harry s'il a pu s'entraîner depuis le dernier cours. Harry lui ment, évidemment, en répondant que oui, il s'est entraîné. Rogue passe tout de suite à la pratique pour vérifier si Harry a fait des progrès. Il lève sa baguette, il compte jusqu'à 3. 1, 2 et 3.
Mais à la fin du décompte, Drago fait irruption dans le bureau. Alors, je le dis tout de suite, genre, il va pas frapper au bureau de Rogue, Drago. Oui, C'est c'est un OK, peu bizarre et c'est c'est vrai que acceptable. OK. ça montre peut-être la relation qu'ils ont quand même, hein, prof-élève. C'est-à-dire que c'est vrai que ça a l'air d'être OK pour lui de Bah ouais. rentrer dans le bureau sans frapper quand même. Ah ouais, c'est bizarre. Après Rogue, je pense que des fois il vient dîner, au manoir des Malfoy, bah, je pense que ça dépasse une relation prof-élève ici entre Oui, Drago et mais lui, mais attends, tu rentres, comme ça chez tes potes, par exemple? oui, c'est bizarre, ouais. Ouais, Même, imagine: «Ah, on passe devant chez machin. Oh bah tiens, on va aller le voir» et c'est tu ouvres sa ouais, porte. ouais. Enfin, c'est en plus, le milieu professionnel, là, j'ai trouvé ça très, très bizarre. Ouais, Surtout la puis non-réaction de Rogue. même si, il y a une forme d'urgence, c'est pas justifié, hein. Ouais, c'est bizarre. Après, attends. Oui, ils sont dans son bureau, c'est ça? Ils Ouais, sont pas ouais, dans c'est la dans le réserve, c'est dans le bureau. non, non, c'est dans le bureau de Rogue, ouais, dans les cachots. Malfoy est surpris par la scène à laquelle il assiste. Mais Rogue précise qu'Harry est ici pour prendre un simple cours de rattrapage en potion. Drago s'excuse, mais Harry voit bien que la situation l'amuse. Il explique à Rogue la raison de sa venue. Montag a été retrouvé coincé dans les toilettes du 4e étage, et le professeur Ombrage aurait bien besoin de son aide. Rogue ne se fait pas prier, il remet la leçon avec Harry au lendemain soir, puis il sort de son bureau. Avant de suivre son professeur, Drago forme avec ses lèvres le mot rattrapage en potion. Une fois seul dans le bureau de Rogue, Harry est toujours autant en colère. Il a 24 heures de plus pour s'entraîner, et le prix à payer est cher. Drago va s'empresser de répéter à tout le monde qu'il doit prendre des cours de rattrapage avec Rogue le soir. Voilà, pour le coup, je trouve que leur couverture, elle est vraiment très fragile, parce qu'il y a énormément d'élèves qui sont très mauvais, Mmh. voire pire que mauvais, pire que Harry, et pourtant ils n'ont pas de rattrapage. Et si ça fait parler, enfin, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, la couverture, elle est assez légère quand même. Ouais, après tu veux inventer quoi d'autre? C'est ça le truc. Je pense que c'est le meilleur truc qu'ils ont trouvé. Parce que comment justifier que Bah, fait une fausse bêtise dès le premier cours et que c'est des retenues? que c'est une retenue. Ouais, ça aurait pu, Des oui. retenues, Ouais. toute l'année. Mmh mh. Ouais, il était dans une bonne lancée, à un moment donné, non? Bah oui. Non, Ouais, non, c'était dans le tome d'après, peut-être que je confonds, c'est peut-être bah, dans le 6 où il a pas mal de retenues. après, Heu, Ombrage, par exemple, tu l'impression que chaque soir, à un moment donné, il est dans son bureau. Donc on sait que c'est possible, enfin, je veux dire, d'être en retenue une fois par semaine, en Après toi, ça aurait pu être crédible. c'est très facile de faire une grosse bêtise et Ouais. d'être en retenue pendant des mois. Ouais, c'est vrai, ça aurait pu être ça. Mmh. Alors qu'Harry s'apprête à sortir du bureau à son tour, son œil est attiré par la pancine de Rogue. Il va récidiver. Qu'est-ce que son professeur souhaite tant lui cacher lors des cours d'occlumencie? Bah, sa vie perso. Ouais. Petit indice. La curiosité d'Harry est piquée au vif. Et il se demande combien de temps va prendre Rogue pour s'occuper de Montag. Harry observe la pancine de plus près. Il reconnaît la grande salle vue du dessus. Il se dit que c'est une folie, parce que Rogue pourrait revenir d'un moment à l'autre. Mais il revoit dans son esprit le visage furieux de Cho, puis celui de Drago se moquait de lui. Et là, sa témérité prend le dessus. Harry plonge tête la première dans la pancine. Après une longue chute tourbillonnante, il se retrouve dans la grande salle. La disposition est différente de celle de d'habitude. Une centaine d'élèves est assis à des bureaux individuels en train d'écrire sur leur parchemin. C'est visiblement le jour d'un examen. On en parle de Harry qui qui tombe qui saute dans la pancine de Rogue. J'ai noté, c'est quand même la deuxième fois que Harry plonge dans une pancine sans le consentement de la Oui. personne concernée. Alors, l'année dernière, c'était un accident dans le bureau de Dumbledore, mais là, c'est Là, volontaire. il savait. je pense qu'il est énervé, il en a marre, de se faire, humilier par Rogue. Là, en plus, il y avait Drago, je pense qu'il est un peu, Ouais. piqué dans son ego et puis il dit: «Bon allez, je m'en fiche, je pense dedans», enfin voilà, il réfléchit pas trop à ce moment-là. Je pense que c'est plus, le ressentiment qu'il a envers Rogue, qui parle, quoi. Moi, j'adore Harry. Je pense qu'on a quelques points en commun, et cetera. Il y a une identification entre lui et moi, mais là, non. Enfin, là, il me perd à Ouais. ce moment-là parce que Puis tu sais pas ce que moi, à tu vas 15 ans, voir. jamais de la vie je fais Ouais. ça, quoi. Et tu sais pas ce que tu vas voir. Oui, oui. Je sais pas. Il y a rien qui va, ça peut être un souvenir hyper intime d'un adulte. On sait pas, voilà, Ou un moment de vie vraiment tragique et très dur à voir. ouais, Enfin, oui, franchement, et après, ça ça peut reste un être livre pour enfants. Mais pour oui, dire que, est-ce que vous le feriez ou pas de finalement plonger la tête la première dans la pancine de quelqu'un que vous aimez pas forcément? non.
Je pense, j'aurais pas envie, non. Je plongerais même pas dans ma propre pensée. Et puis surtout, il y a aussi le truc, moi, qui me ferait pas le faire à ce moment-là, c'est que il sait pas quand Rogue va Mmh revenir. mh. Enfin, je veux dire, ça se trouve, dans 1 minute, il est de retour. Ah oui, mais ça aide à l'histoire. Enfin, Harry, c'est vraiment une tête brûlée dans ces moments-là. Et c'est là où je vois peut-être que c'est un Gryffondor un peu zinzin des fois. Ouais, Et puis peut-être que moi, je suis un vrai cerf d'aigle un peu plus posé. En bah, tout en cas, je fait, ferais jamais ça, il moi. prend des décisions à chaud, Ah là, oui, très, très à comme j'ai chaud. tendance à faire. Ouais. Mais toi, tu sauterais dans la piscine? Non, t'as dit que non. Non, non, ça j'aime pas ça. Ouais, ouais. Surtout de quelqu'un J'aime pas. que ouais, sans savoir ce qui va t'attendre et puis en plus de quelqu'un que tu n'aimes pas, Mmh mh. sauf si, éventuellement tu fais exprès pour lui nuire par la suite. Mais là, c'est Ouais. pas l'intention de Harry. Je pense c'est il dit: «Tiens, il me persécute depuis des semaines, qu'est-ce qui me cache?» Je pense que c'est assez c'est la curiosité de Harry. Il est très curieux, de base, il aime bien tout savoir donc je pense que ça fait partie de son trait de caractère de chercher Ouais, à c'est connaître ça. la Ouais. vérité, quoi. Et peu importe les conséquences. Ouais. Manon nous dit dans le chat, en même temps, Rogue qui entre dans sa tête, c'est problématique aussi. C'est vrai. Oui, mais c'est pour Après, un Oui, c'est cours. c'est sûr. c'est la mission que lui donne Ouais. Dumbledore. Là, Harry, il y va vraiment de lui-même, quoi, hein. C'est quoi? Parce que je dis: «Je rentrerai pas dans ma propre pensine». Mais ta pensine, tu peux mettre non, tu vides la tête de souvenirs que tu ne veux pas voir, c'est ça? Oui, c'est ça, tu gardes que les bons souvenirs, en gros, dans ta tête. Ouais, mais après, on s'était quand même dit C'est forcément du que négatif, la c'est pensine? pas parce que tu verses le souvenir dans la piscine que tu oublies. Ça Bah, permet ça sert à quoi alors? ça permet pas d'oublier. Bah, Dumbledore s'en sert pour enquêter, par exemple. Ouais. Pour voir des choses Un palais qu'il n'a mental, pas mais dans vues. une pensine, quoi. Ouais, c'est Comme ça. de Mais pour moi, Sherlock. t'oublies pas parce que si t'oublies, c'est trop enfin, Tu oublies pas, mais ça te décharge peut-être, oui, des peut-être que ça émotions? peut te décharger, ouais, ça, c'est vrai. Moi, j'imagine la pensine, c'est plus pour un moyen comme une vidéo, enfin, en réalité augmentée pour revoir ou pour prendre du recul par rapport à quelque chose qui s'est passé. Moi, j'imagine plutôt comme un outil finalement. Ce qui est assez spécial avec la pensine, c'est qu'on voit pas la première personne, on voit en dehors. On se voit en dehors, du coup, on arrive, Ouais. bah, là, on le voit avec, Harry après, mais il arrive à voir des choses sur lesquelles, Rogue était pas du tout, focalisé à ce moment-là de l'histoire. Il arrive à voir d'autres personnages et du coup, ça permet peut-être de voir des éléments qu'on a manqués quand on l'a vécu la première fois, quoi. C'est un replay de ta vie, quoi, hyper Ouais. détaillé. Et avec une sacrée carte graphique, hein, pour Oui. les gamers, hein, parce que je veux dire, il y a ton souvenir, mais en gros, tu as mémorisé tous les gens, par exemple, là, ça va être toute cette partie de chapitre où la moindre petite réplique des maraudeurs qui se trouvait quand même à quelques mètres, et bah, tout a été enregistré, quoi. Donc, belle carte graphique, la Pancine. Ouais, beau setup gaming quand même. Harry cherche Rogue des yeux. Comme c'est son souvenir, il doit forcément être quelque part. Et en effet, il le trouve derrière lui. Ou plutôt une version adolescente de Rogue. Plus maigre, plus blafard, mais déjà avec ses longs cheveux graisseux et son nez crochu évidemment. En lisant le parchemin au-dessus de son épaule, Harry apprend que l'examen en cours est une épreuve de défense contre les forces du mal pour les buses. La voix de Flitwick annonce alors plus que 5 minutes. En levant le regard vers le professeur, Harry s'aperçoit qu'il passe devant un élève aux cheveux noirs tout ébouriffé. Il se précipite d'un bond et se retrouve alors devant son père, âgé de 15 ans. C'est un choc pour Harry. Son père lui ressemble beaucoup à quelques détails près, notamment ses yeux noisettes et l'absence de sa cicatrice, bien sûr. James Bay passe sa main dans les cheveux et lance un sourire derrière lui. Plus loin, Sirius lève le pouce en guise de réponse. Harry est stupéfait de le voir si beau et si élégant. Il aperçoit également la version adolescente de Rémus Lupin, concentrée sur sa copie, le teint pâle. Que de n'est pas loin non plus, anxieux, il se ronge les ongles en essayant de lire sur la copie du voisin. En revenant vers son père, il voit que ce dernier a dessiné un vif d'or sur son parchemin, accompagné des lettres L, E. Mais à quoi peut bien faire référence ces initiales? Mhm. Flitwick annonce bientôt la fin de l'examen, puis il récupère toutes les copies en lançant un axio. Le poids est tel qu'il tombe à la renverse en réceptionnant la centaine de parchemins, ce qui provoque des rires dans toute la salle. Harry reste près du groupe de maraudeurs, tout en gardant un œil sur Rogue qui, lui aussi, part de la salle absorbé dans son questionnaire d'examen. Sirius et James plaisantent avec Remus de la question 10, qui portait sur les signes pour identifier un loup-garou. Ce dernier explique ce qu'il a mis comme réponse. Premier signe, il est assis sur ma chaise. Deuxième signe, il porte mes vêtements. Et troisième signe, il s'appelle Rémus Lupin. Tout le monde rigole,
Sauf que Dver, qui est sûr de s'être trompé sur cette question, bien qu'il fréquente un loup-garou au quotidien, comme lui fait remarquer James. Le groupe traverse la pelouse en direction du lac, tandis que Rogue les suit pas très loin derrière, toujours concentré sur son questionnaire. Sirius pense obtenir un optimal à cet examen, tout comme James qui a sorti un vif d'or de sa poche pour jouer avec lui. Arrivé au bord du lac, le groupe s'assoit au pied d'un arbre. Rogue, lui, s'est assis dans l'herbe un peu plus loin, ce qui permet à Harry de garder un œil sur tout le monde. Ça paraît une bonne petite sortie entre copains qui a pas du tout mal se passer. Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est le souvenir de Rogue, mais en fait, tout ce qui se passe autour de lui a été conservé par la magie. C'est pour ça que, bon, c'est un peu un TGCM là-dessus, mais soit c'est de la magie. Et surtout, ça fait sens par rapport à ce que fait Dumbledore de se plonger dans ses propres souvenirs à lui, parce que ça te permet peut-être de voir quelque chose dans un souvenir de toi-même, un détail que tu t'es pas aperçu sur le moment, tu vois. Super pour résoudre finalement des affaires de police. Ouais, alors ça, ouais. Par Des exemple, meurtres et tout. si cette magie-là, il la mettait au profit des enquêtes policières moldues, déjà, ça serait absolument incroyable. Je sais pas Moi, je me si c'est suis possible. dit aussi en lisant ce passage, qu'en fait, finalement, là, il découvre en vrai ou en tout cas de façon vraiment très visuelle son père et je me suis demandé pourquoi, Rémus ou même Sirius, ils lui ont pas offert en fait un souvenir, qu'ils pourraient visualiser dans la pancine, Mmh, par exemple des souvenirs, qu'ils ont eus, ensemble ou quand carrément. Sirius il allait leur rendre visite quand il était petit. Parce que finalement il a à part quelques photos, qu'il a pu récupérer, il va pas avoir grand-chose et ça je me dis finalement c'est le meilleur cadeau en fait, qu'on aurait pu lui offrir à Harry, un souvenir de pancine, je pense que pour lui ça aurait été vraiment inestimable. Tu carrément raison. Parce que je suis sûr que Sirius, par exemple, il a plein de souvenirs heureux avec James, des souvenirs, qui sont pas aussi, problématiques que celui-là. Mais il faut s'acheter une pancine, ça se trouve c'est hyper coûteux. Ouais, Tu sais, mais c'est bon, bête, mais ouais, ça a ouais. l'air quand même très onéreux, je sais pas. Je crois que c'est celle de Dumbledore d'ailleurs ici, hein, qu'emprunte Rogue. C'est peut-être un objet rare, ouais. C'est pas forcément facile de s'en Parce que procurer. sinon tout le monde en aurait, je pense, des Bah, pancines. ouais, ouais, ouais. Bah, c'est le genre de truc, tu comprends pas pourquoi tout le monde a pas ça, Mmh quoi. mh. Mmh. Mais ouais. Bah, après pour extraire, a priori, c'est avec la baguette, enfin d'un sort dans la baguette, donc il peut au pire le stocker et puis emprunter la pancine Ouais, ouais. de Dumbledore, mais voilà, enfin après, une fois hem, que Harry et Dumbledore sont en contact, quand Harry grandit, finalement il a cette possibilité-là. C'est vrai que je trouve que ça aurait été un beau cadeau de Noël, enfin le ou même pour anniversaire, ça aurait été, le Ouais. meilleur cadeau qu'on puisse, lui faire. Moi, ça m'a fait penser un peu à Retour vers le futur, tout ce chapitre-là, parce que je me dis: «Ça doit être bizarre quand même d'être plongé dans l'adolescence de tes parents». Mmh. Je sais pas si vous aimeriez cette expérience, Non. d'être plongé comme dans un film là et en fait, vous voyez la rencontre de vos parents dans Retour vers le futur, c'est génial. Dans la vraie vie, je sais pas si je peux vivre ça, Moi quoi. non. C'est très particulier de voir ton origin story en, bon, il vaut mieux que ça reste de la Bon. magie, hein, peut-être. Ouais, c'est ça. Rémus s'est plongé dans un livre, tandis que James continue de jouer avec son vis d'or sous l'œil admiratif de Cudver. Harry se fait la réflexion que son père semble apprécier le fait d'impressionner son ami. Harry remarque aussi qu'il se passe souvent la main dans les cheveux et qu'il observe beaucoup le groupe de filles occupées à tremper leurs pieds dans le lac. Sirius dit qu'il s'ennuie et il a hâte d'être à la prochaine pleine lune. Rémus, sympa pour son pote. Oui, Rémus propose plutôt de réviser l'examen de métamorphose, mais James a une meilleure idée. Il pointe du doigt Rogue, qui vient de se lever. Sirius murmure alors Tiens, 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 Servilus. James et Sirius se lèvent et rejoignent Rogue. Alors que James demande à Rogue comment ça va en l'appelant Servilus, ce dernier se retourne et saisit immédiatement sa baguette magique. Mais James est plus rapide et lance un Expelliarmus qui fait voler la baguette de Rogue quelques mètres plus loin. Sirius se marre et lance à son tour un sortilège d'entrave qui fait tomber Rogue à terre, le souffle court. Un groupe d'élèves les encercle petit à petit, certains méfiants et d'autres excités par le spectacle. Après un regard lancé au groupe de filles, James demande à Rogue comment s'est passé son examen. Mais c'est Sirius qui répond qu'à chaque fois qu'il le voyait, son gros nez touchait sa copie, ce qui fait rire le public autour d'eux. Rogue essaie de se relever, mais le sortilège le contraint toujours à rester au sol. Il lance des formules magiques, mais sa baguette est bien trop loin pour que ça provoque le moindre effet.
James en profite pour lancer un récurvite et des bulles de savon sortent alors de la bouche de Rogue qui commence à s'étouffer avec de la mousse. C'est terrible. Il est fier de ce qu'il fait, James, avec ses amis, puisqu'il regarde vers Lily. Oui, c'est un divertissement, là. C'est terrible. Je trouve ça horrible aussi pour Harry qui visualise ça parce il idéalise un peu, ses parents et Mmh. son père et de voir ça, de se rendre compte de ce qui s'est passé, je trouve ça me fait trop de peine pour lui, quoi. Il a Ah il a déjà ouais, assez à faire et de voir ça, c'est terrible. mmh. Ouais, puis ça me fait de la peine pour Rogue, moi, aussi, parce que, Oui, oui, Ah bah ouais. oui, carrément. là, tu comprends quand même pas mal de choses et puis, bah, clairement, le portrait, il est, sans équivoque, hein, par rapport à James, surtout. Mmh. Effectivement, le fait qu'il se passe les mains dans les cheveux et qu'il regarde à ce que les filles regardent. Parce que là, vraiment, son but de faire ça, c'est il s'ennuie, déjà Et c'est d'attirer Lily. et c'est d'attirer Lily, d'impressionner les filles, enfin, c'est incroyable, quoi. Et ouais, j'ai noté aussi James, un peu émo dans l'esprit, quand même, de toujours les cheveux, tu vois? Un peu tectonique aussi, hein. C'est-à-dire Ah, que c'est même pas émo, il aurait dû faire de la tectonique plutôt que d'harceler un autre élève, hein. ça se fait toujours ça, ce truc de cheveux. Une des filles du groupe devant le lac s'approche et elle ordonne à James d'arrêter. Ses cheveux sont roux et ses yeux sont verts, vert amande, tout comme ceux d'Harry. Cette jeune fille, il n'y a aucun doute, c'est sa mère. Sans prévenir, Harry se retrouve alors devant la version adolescente de sa mère qu'il n'a jamais connue. En entendant la jeune fille interpellée, James se retourne. Il se passe la main dans les cheveux et il lui demande si ça va. Ça va, Evans? Ouais. Lily lui demande ce que Rogue lui a fait, et James lui répond ironiquement que ce qui le gêne, c'est le simple fait qu'il existe. Comment draguer sainement quelqu'un? Oui, en plus, enfin, vraiment, c'est comme si, et je pense qu'il y croit que, tu vois, il va impressionner Lily et que c'est comme ça qu'il va la C'est pas séduire, du quoi. tout la connaître, quoi. Non, pas vraiment, non. Pas mal de gens en rigolent, peu de verre inclus, mais Lily reste de marbre. Il se croit drôle, c'est ça, mais en réalité, il n'est qu'une petite brute arrogante. Alors maintenant, ça suffit, et elle lui répète de laisser Rogue tranquille. James lui répond que, ok, il laissera le vieux Servillo tranquille, mais à condition que Lily sorte avec lui. Le chantage affectif. Ça assure, le départ pour une super relation saine. Partir au chantage. Mais on va voir que ça va marcher malheureusement, hein. Ouais, on se demande comment du coup ça a pu démarrer en partant aussi mal. La jeune fille lui rétorque qu'elle ne sortira jamais avec lui et qu'elle Mmh. préférerait même le calmar géant si on l'obligeait. Elle avait dû lire la fanfiction. De son côté, Rogue s'est libéré du maléfice d'entrave et James n'a pas le temps de réagir avant que le Serpentard lui lance un sort qui lui coupe une entaille sur la joue. James encaisse ce coup, puis lance un nouveau sort à Rogue qui se retrouve suspendu en l'air, la tête en bas, révélant 2 jambes maigres et un caleçon grisâtre. C'est l'hilarité générale. Trop bien de l'humiliation, c'est trop drôle. Tandis que Lily ordonne à James de le faire redescendre, ce qu'il consent à faire, laissant Rogue tomber comme un tas de chiffons. À peine debout, Severus lève sa baguette, mais il est pris de court par Sirius qui lui lance un Petrificus Totalus, ce qui le fait tomber à nouveau à terre. Pour Lily, c'est fini de jouer. Elle sort sa propre baguette et elle la pointe sur James et Sirius pour les obliger à jeter un anti-sort. James soupire et s'exécute en disant à Rogue qu'il a de la chance qu'Evans ait été là. Mais Rogue rétorque qu'il n'a pas besoin de l'aide d'une sale petite sang de bourbe comme elle. Lily fixe Rogue en clignant des yeux. D'une voix forte, elle dit que c'est très bien comme ça, elle ne se mêlera plus de ses affaires. Par contre, si elle était à sa place, à lui, Servilus, elle tâcherait de laver son caleçon un jour. James ordonne à Severus de faire ses excuses à Lily, mais Lily calme les ardeurs de James. Il est aussi mauvais que Severus de toute façon. Elle le trouve ridicule dans sa façon qu'il a de toujours se mettre les cheveux en bataille, et elle est surprise que son balai arrive encore à décoller, vu à quel point sa tête est enflée. Puis, après lui avoir dit qu'elle le trouve à vomir, elle s'éloigne à grands pas. Yeah, girl! C'est Girl vrai power. que, comme tu disais, Laetitia, c'est à se demander, qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que Lily tombe amoureuse de James? Et la question revient souvent, on nous l'a, quelques fois posée, surtout quand enfin, je sais pas, par exemple, quand on évoque, la mort de James en disant qu'il est mort en héros, choses comme ça et puis il y a une team quand même anti-James parce qu'il y a surtout
ce souvenir de Rogue qui reste dans les mémoires. Mais il s'est forcément passé quelque chose. Il y a forcément eu une métamorphose de la part de James. C'est impossible autrement parce qu'on Oui, voit bien ici que Lily, elle peut pas tomber amoureuse de ce garçon-là. Donc, il a forcément changé. Il a forcément mais en eu une très prise de très peu de temps. conscience. En très peu de temps, j'ai noté, là, 6 ans plus tard, James et Lily meurent tous les deux en protégeant leur fils Harry. Ils se sont mis ensemble à quel âge? Bah, c'est un peu ça la question. C'est-à-dire que S'ils ont fait là, un bébé très vite et il meurt 6 ans plus tard. s'ils ont fait un bébé très vite et que du coup ils sont restés 2 ans ensemble, tu vois, ils sont revus quand ils étaient adultes, plus matures Mmh mh. et je comprends pas parce que là Je crois en pendant 7e année, hein, je crois que là, ils sont en 5e année, peut-être ouais, j'ai l'impression qu'avant de quitter Poudlard, c'est là qu'ils se mettent ensemble. en plus c'est horrible cette scène parce que là on a de la peine pour Rogue, on visualise, quand même un ado, suspendu par les pieds, en caleçon, en plus avec des caleçons pas très propres. S'il vient d'une famille qui prend pas soin de lui et tout, il est très maigre, on a de la peine pour Rogue malgré tout ce qu'on connaît quand il va devenir adulte. Le coup de la mousse là dans la bouche, mais d'un coup en une seconde, avec le sang de bourbe, il casse tout Il casse tout, hein. et pourquoi? Pourquoi humilier, Lily? C'est sa Bah, c'est réaction la à lui, hein. fierté, hein. La fierté qu'il a pas besoin d'aide et qu'il Mal peut s'en placé, sortir, ouais, oui, clairement, mal mal placé. placé. Toi, tu viens de te faire humilier, donc tu humilies la seule personne que tu aimes finalement. C'est malheureusement les cycles, de harcèlement, tu vois? C'est-à-dire que souvent les harceleurs sont des personnes qui ont été harcelées. Là, on est témoin de ça, c'est-à-dire que Rogue est clairement une victime ici, victime du harcèlement de James et de Sirius et puis de l'inaction, des autres, hein, d'ailleurs. Et à son tour, sa réaction à lui, c'est la violence aussi, quoi. Mmh mh. Donc en insultant, Lily, et puis en tombant dans ses travers, de magie noire, de racisme anti, Némoldu et cetera, quoi. Donc C'est voilà. terrible. C'est comme ça qu'il devient mange-mort d'ailleurs, hein. C'est Non mais par là, ressentiment. cette fin de chapitre, elle est terrible. Parce que là, c'est Mmh. pas encore fini. Il y a Ouais. encore plus de fun. D'ailleurs, trigger warning harcèlement évidemment, Mmh. puis nous on l'a déjà dit, hein, mais si vous êtes, victime ou témoin, de harcèlement, surtout, il faut parler, parler, Mmh parler, mh. parler, le signaler autant de fois qu'il le faut parce qu'il faut briser ces cycles infernaux, quoi. Et en plus, on le sait, hein, chez les jeunes, il y a des jeunes qui nous écoutent, c'est de pire en pire. Voilà, avec les réseaux et cetera. Enfin, le harcèlement continue après les cours sur internet, avec des proportions qui sont encore plus grandes qu'avant. Surtout si vous êtes victime ou si vous êtes témoin, il faut absolument le signaler à un adulte, ou à quelconque figure d'autorité, voilà, ne laissez pas faire les choses. Signaler en ligne, je crois qu'il y a des plateformes dédiées à ça. Si vous avez peur de le dire à vos parents ou si vous êtes pas écoutés, dans vos établissements scolaires, ça peut arriver malheureusement. Il y a des plateformes, il y a même, alors je sais que par exemple pour les violences conjugales, il y a des chats en ligne Mmh. avec, donc je sais pas s'ils ont mis ça en place pour, le harcèlement, mais en tout cas, il y a des choses qui sont mises en place pour la prévention et pour être écoutés. Ouais, il y a des plateformes, d'aide, effectivement et puis s'il y a un barrage, enfin, effectivement, si, le 1er adulte à qui on parle n'aide pas, il faut en parler à un deuxième adulte. C'est pas Mmh. facile, mais c'est ce qu'il faut faire. Tous les adultes ne sont pas les mêmes. Ouais, Non et tout le monde les adultes ne sont pas formés non plus Mmh à mh. aider donc Et à après dire les bonnes ça choses. demande de l'effort de la part de la victime et c'est pas juste, ouais. Mmh. mais Mmh mh. c'est le seul moyen, d'en sortir ou alors ceux qui assistent à ça, c'est peut-être encore les mieux placés pour dénoncer, quoi. Mmh. Donc on revient, à Lily, qui vient de tourner le dos, à ses mascus là, Oui, tous c'est autant ça. qu'ils sont. James l'appelle, mais Lily ne se retourne pas. Il se demande ce qui lui prend et son ami Sirius lui explique que visiblement, elle le trouve un peu trop prétentieux. Tu vois, Oui. Harry a ce côté aussi James où il se passe un truc de fou avec admettons Cho, Hermione et il va dire: «Oh bah, je comprends pas. C'est incroyable les filles, Mais mais réfléchis». par contre là, ça me donne, le même sentiment que dans les Reliques de la Mort, quand Harry, va découvrir certaines vérités à propos de la jeunesse de Dumbledore. C'est-à-dire que Harry, il a tout de suite ce réflexe de dire: «Mais, ce qu'a fait, Dumbledore avec Grindelwald à l'époque, il avait le même âge que moi et moi, c'est hors de question que je tombe dans ces idéologies-là». Harry, il a le même sentiment ici en voyant son père harceler Rogue de cette manière-là. Il a le même âge, ils sont dans la même situation, même année à Poudlard et cetera et pourtant jamais Harry aurait ce comportement, quoi.
C'est aussi un chapitre qui met en valeur Harry. Alors, des fois, il nous énerve et dans tout le tome 5, il a des moments de psychologie qui sont difficiles. On est dans sa tête et il a des idées noires, il broie du noir, etc. Et pour des raisons qui sont justifiées. Mais par contre, contrairement à son père, jamais de la vie, il serait un harceleur Non, comme mais j'ai maintenant. pas dit ça. Ah non, non, je dis pas que Ah tu oui, l'as dit non plus. d'accord. Mais tu vois, ouais, voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que ça met en valeur aussi Harry. Ça le met en perspective, en tout cas, par rapport à ce qu'a pu faire son père dans la même situation, même âge. Ça montre que Harry, il est fondamentalement bon. Mmh. Il s il va défendre, les autres et puis, bah, quelque part, lui aussi, il se fait, beaucoup, harceler, enfin, à l'école. Il a subi quand même, pas mal de vagues de harcèlement. Il y avait toute l'école qui était contre lui ou qui ne le croit pas ou, qui le dévalorise donc, il est sensible à ces thèmes-là. Et ouais, il aurait toutes les raisons du monde de tourner mal. Or, il ne le fait pas et James, pourtant, lui, vit dans un foyer, famille de sorciers, tout ce qu'il y a de plus, normal et sécurisant et pourtant, il a ce comportement odieux, quoi. Donc ouais, Harry, vaut beaucoup mieux, beaucoup plus, en tout cas, que son père, au même âge. Après, James a forcément opéré un virage à 90 degrés. Mais lequel? Ça fait partie de ce qu'on ne sait pas. James, furieux, se retourne vers Rogue et le fait à nouveau basculer la tête en bas dans les airs. Il demande d'un air mauvais aux gens qui les entourent s'ils veulent le voir enlever le caleçon de Servillo. Soudainement, une main saisit le bras d'Harry et il découvre avec horreur qu'il s'agit de Rogue. Sa véritable version adulte cette fois. Livide de rage, Rogue demande à Harry s'il s'amuse bien, puis tous deux sont soulevés dans les airs avant de se retrouver dans la salle de classe. Et d'ailleurs, là, je me demande si Harry sait vraiment sortir d'une pancine du coup. Ouais, ça avait été soulevé par, Chloé, je crois, tout à l'heure dans Dans le le... chat, par Ouais, Théron. ça, C'est-à-dire je me... que c'est vrai que Dumbledore l'avait enlevé de la pancine la Ouais, première fois. Donc, en plongeant dedans, il sait pas trop vraiment comment en sortir. Rogue tient toujours fermement le bras d'Harry. Les lèvres tremblantes de rage, il demande à Harry s'il a passé un bon moment à voir son père comme ça, quelqu'un de très amusant, comme il a pu se rendre compte. Harry bégaye, ne sachant pas quoi répondre. Ron lui ordonne de ne rien raconter à personne, puis il hurle qu'il ne veut plus jamais le revoir dans son bureau. Harry court vers la sortie, tandis qu'un bocal explose sur le mur au-dessus de sa tête. Il ouvre la porte et se rue dans le couloir en s'éloignant le plus vite possible. Au bout de 3 étages, il s'arrête enfin, la respiration lente et le bras engourdi. Il tente de reprendre ses esprits, ne sachant quoi faire. Il ne préfère pas retourner dans la salle commune tout de suite, parce qu'il n'a pas envie de raconter à Ron et Hermione ce qu'il a vu. Ce qui meurtrit Harry, ce n'est pas tant la colère foudroyante de Rogue juste à l'instant. C'est l'humiliation à laquelle il a été témoin dans le souvenir. Peut-être qu'il sait, lui aussi, ce qu'est d'être humilié au milieu d'un cercle de spectateurs. Mais le pire dans tout ça, c'est ce constat accablant qui hante désormais l'esprit d'Harry. D'après ce qu'il vient de voir, et aussi fou que cela puisse paraître, son père avait bel et bien été le sorcier arrogant et idiot que Rogue lui avait toujours décrit. On a fait des chapitres plus joyeux que celui-là, Mm. mais Bah, de toute façon, on fonce droit vers les tomes les plus joyeux, hein. vers le chaos, les amis! Mais La bataille. chapitre central, hein, Deuil. dans le tome 5, et puis tout ce qui va suivre sur, la psychologie de Harry, comment tu réagis au fait que ton père que tu as toujours idéalisé, bah, en fait, tu le vois sous un autre jour et tu te rends compte que, bah, ton ennemi, peignait un portrait assez réaliste de ton père. Il est dans une situation, très, très compliquée à ce moment-là, Harry, mais c'est hyper mature, quoi. C'est là qu'on voit aussi qu'on est dans une autre dimension, dans ce tome 5, on n'est plus du tout dans la littérature purement jeunesse, là, voilà. On est dans le young adulte absolu. Il est l'heure de choisir, le meilleur personnage qui se Le dégage. caleçon de Rogue. Non, je plaisante. Après avoir fait toute la prévention, tu sais, contre le harcèlement. Le gros caleçon sale de Rogue, meilleur personnage. Ah, il vaut mieux en rire. C'est un cancel. Donc pour toi, c'est le caleçon grisâtre de Rogue? Non, c'était une blague, hein. Bah, Laetitia, si tu devais retenir un personnage, lequel ce serait dans ce chapitre?
Alors du coup, pour moi, ce serait pas un, c'est 2, c'est les jumeaux. Ouais, Bah Parce oui. que voilà, pour moi, je préfère me concentrer sur la partie joyeuse de ce chapitre ouais. et les jumeaux, bah, voilà, vraiment, ils ont fait, enfin, ce que tout le monde avait besoin à ce moment-là du livre, d'apporter un peu de joie, d'un peu de gaieté et puis, ça fait du bien de remettre, Ombrage un peu à sa place, enfin, avec tout ce qui se passe. Donc, moi, je les retiens, eux et ils m'ont fait vraiment rigoler dans le chapitre. Mmh. Oui, c'est vrai. Le chapitre est vraiment divisé en 2 là, pour le coup, c'était, très Ouais. fréquent, ça prouve. Toi, Marina, un personnage? Bah, j'avais pensé à Fred et George, mais du coup, je vais choisir Flitwick dans la même vague. Mmh. Genre, «Ah bon, bah, en fait, je savais pas, je vous ai appelé parce que je savais pas, ça faisait partie de mes compétences», C'est Flitwick qui dit ça. Oui, oui, oui. Ouais, c'est ça? Ah oui, oui, ouais, je pensais à Fleetwick dans le passé, quand il Non. récupère Ah non! les copies. Mais oui, Non? oui, oui, bien sûr, oui, c'est, Bah oui. il le dit clairement à Ombrage qu'il se fout d'elle, quoi. Ouais. Et toi, Jérém? Bah, moi, sans hésitation, c'est, Lily, dans ce chapitre. C'est la première fois qu'on la voit, je trouve ça hyper émouvant. En préparant là le chapitre, je sais pas, ce chapitre me fait un truc. Alors évidemment, d'un point de vue, humiliation vis-à-vis de Rogue, mais aussi de découvrir Lily à ce moment-là quand elle arrive et dans toute sa puissance, dans tout son côté badass. C'est une jeune fille libre, elle est forte, elle a besoin d'aucun garçon. C'est vraiment, un personnage inspirant et puis, qu'on idéalise beaucoup aussi parce qu'on ne la connaît pas. Voilà et je sais pas, elle est contrairement à James, elle est comme on se l'imagine, quoi et ce qui fait que quand elle apparaît comme ça, là, dans ce souvenir, elle est brillante, elle est lumineuse, quoi. C'est à la fois du bonheur et de la tristesse de la voir, je trouve. Donc, Lily Potter, enfin Lily Evans. D'ailleurs, les LE, enfin les initiales, écrites par James, évidemment, c'est en référence à Lily Evans. Mais non, arrête, Bah oui, c'est pas et possible. oui! Non. Le renommage, J'ai perdu. ah, tu perdu ton renommage, donc pas de renommage pour Marina. Ah non, Hem, c'est bon, Laetitia, est-ce que tu as réussi à te prêter au jeu ou est-ce que c'était compliqué pour toi? J'en ai trouvé un. Assez sérieux, mais du coup, j'ai pensé à l'ascenseur émotionnel parce Ouais. que, je trouve que voilà, il se passe, pas mal de choses en dents de scie à chaque fois, entre, bah, au début, Drago qui leur enlève plein de points. Après il y a Rusar qui vient le chercher, donc c'est plutôt, enfin avec Ombrage et cetera. Après d'un coup, c'est hyper joyeux avec tous les feux d'artifice, avec les jumeaux. Et puis oui, la fin de chapitre de toute manière où pareil, on est de nouveau, assez haut, parce que, bah, il découvre ses parents. Il fait: «Enfin chouette, je Ouais. veux je» enfin voilà toute la bande des maraudeurs et puis en fait, non et c'est que ça tout le chapitre avec Cho aussi qui débarque. Enfin je trouve que c'est vraiment que ça tout le chapitre. Et même dans le tome 5, enfin, c'est vraiment les montagnes russes des émotions pour Harry, ouais, ouais, ouais. Marina, toi, est-ce que tu en as trouvé un ou est-ce qu'on Pas t'aide dans le chat? non, j'étais en train de réfléchir. Heu, Il y a Manon qui en a dit un dans le chat tout à l'heure, enfin qui aurait pu faire un titre de chapitre qui m'a fait marrer. Je crois elle est plus là, Ce mais, soir, je t'ai c'est, perdu, non? Ah non, c'est Laurence. 50 nuances d'ombrage. Ah! Je sais pas, j'avais envie de Ah faire un oui, truc un private joke. peu mais c'est triste, c'est un peu, 13 Reasons Why, Ah! version, Rogue. Tu sais, genre, les raisons pour lesquelles je déteste ton père ou quelque chose Mmh, comme mmh, ça. mmh. Je pensais à Ah, ça, 13 tu vois? Reasons Why, ouais. Ouais, c'est ça. Oui. J'ai vu, passer un message dans le chat qui m'a beaucoup plu, c'est, l'idée que ce titre, de chapitre s'appelle «Le pire souvenir de Rogue» et peut-être pas uniquement par rapport à l'humiliation qu'il subit de la part des maraudeurs et plus précisément de la part de James, mais aussi parce que c'est, à ce moment-là qu'il perd Lily Bah oui. et ça, c'est très beau finalement de le lire comme ça. Moi, Et toi? j'en ai un, le renommage, Mmh? pas terrible. Harry Potter et l'Ordre du Phénix, chapitre 28, humiliation multiple. Parce qu'il y a l'humiliation de Rogue, mais il y a aussi celle d'Ombrage dans la première partie. Elle se fait vraiment humilier, durant toute cette première journée en tant que directrice et puis l'humiliation, subie par Marietta aussi, par rapport au sortilège que lui a lancé, Hermione, voilà et puis sinon j'en ai un autre, ça me faisait un petit peu rire de l'appeler comme ça. Je pense qu'on pourrait appeler ce chapitre «Le presque récit du prince». Parce que finalement dans le Ah ouais, récit du prince, dans les reliques de la mort, c'est un peu le teaser. ça sera la version longue. C'est le teaser, là. Là, c'est le Seigneur des Anneaux version cinéma, on aura la version longue dans le tome 7.
Toute la vérité. Voilà, là, on n'a qu'un fragment. Oui, teaser trailer un peu. Ou le début, le départ en tout cas de ce qui fait que Rogue, devient aigri quoi. Oui, c'est ça. Début de l'aigreur de Rogue. Ouais, le début de l'aigreur. Aigreur, origin story. Allez, il est temps, de vous écouter, d'écouter vos questions, vos messages, vos hiboux sonores dans la rubrique de la volière. On commence avec un premier hibou sonore qui vient tout droit du Québec avec, Joël. On écoute. Salut Jérémy et Marina. Moi, c'est Joël. Je vous envoie ce hibou du Québec. Là, il fait très, très froid. En fait, ma question pour vous, c'est dans les films Harry Potter et l'Ordre du Phénix, parce que je sais pas comment ça se passe dans le livre, je m'en souviens plus. Mais au moment où Dumbledore se bat contre Voldemort au ministère, il y a comme un genre de priori incantatem qui se passe entre leurs deux baguettes, mais je crois pas que c'est ça. Mais est-ce que c'est un phénomène qui se passe souvent dans des duels où les deux sorciers sont hyper puissants ou c'est juste un effet visuel cool pour les films? Fait que je sais pas. Je sais plus comment ça se passe. Puis est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment un phénomène autre, un priori incantatem, ou c'est juste cool pour les films, puis dans le fond, il se passe rien, ils font juste se lancer des sorts comme les autres duels qu'on peut voir dans les films. Bon, ben merci, puis je vous aime beaucoup, vous avez une belle énergie, une belle personnalité, vous êtes adorables, c'est vraiment le fun d'écouter votre podcast. Bye bye! Merci beaucoup, Joël. C'est vraiment le fun d'entendre, ton hibou sonore Par de là où rapport il fait froid. au dernier after show, on a fait des hiboux, on nous demandait si on faisait une tournée. Bah ouais, si on devait faire qu'une tournée, Ce genre serait un lieu, Québec. on va au Québec, on Ah se oui. fait plaisir en même temps. À vous de nous y rejoindre. Alors, est-ce qu'il y a un priori incantatum entre Dumbledore et Voldemort au moment de leur affrontement? Alors la réponse est assez, claire. Non, il y a pas de priori incantatum. On passe au prochain hibou. Non, je plaisante. Pardon. Non, je vais un peu plus développer, mais c'est cool des questions où on peut répondre clairement, parce que des fois, vous nous posez des cols. Il n'y a pas de priori incantatum entre Dumbledore et Voldemort, même si, effectivement, le début de leur combat dans le 5e film, ça pourrait prêter à confusion. En fait, le phénomène du priori incantatum lors d'un duel, c'est très rare, et ça arrive entre Harry et Voldemort parce que leurs baguettes magiques partagent le même cœur. Ce sont des baguettes jumelles. En l'occurrence, chacune de leurs baguettes a une plume de Fumsec, donc, qui provient du même phénix. Donc c'est un phénomène très rare et qui ne concerne pas Dumbledore et Voldemort. Donc en gros, ils n'ont pas, entre guillemets, ce problème pour s'affronter, Dumbledore et Voldemort, sachant que Dumbledore, il possède la baguette de Suro avec un cœur en crin de queue de sombral. JK l'avait annoncé sur son site officiel à l'époque. Et Voldemort a une plume de phénix dans sa baguette, comme je viens de le dire. Le combat dans le film, il est super cool à la fin du 5, je trouve. J'aime beaucoup ce combat dans les films. Je l'ai revisionné pour le coup. Ouais, il est Surtout cool. au Hein. hibou. Ils ont même repris certains éléments du livre comme l'eau, Mm. Dumbledore qui, voilà, le serpent. Ils reprennent pas le. Ouais, c'est assez fidèle. Ouais, Mais en termes de représentation, enfin, j'ai relu du coup le passage, je l'ai pas revu dans le film, mais dans mes souvenirs, enfin, j'avais cette vision-là des ouais, films, quoi. C'est assez fidèle en ce qu'ils ont fait. Dans c'est l'émission assez chouette, hein, franchement. La pâtisserie pour les sorciers de la pâtisserie, Ouais. justement, à un moment, ils ont reproduit, il y a une équipe qui a reproduit, non, si, Ah si, avec l'eau, je crois. Dumbledore avec l'eau ou Voldemort avec Ouais, l'eau? Je sais plus. ah ouais, Voldemort avec l'eau. je crois Voldemort enfermé dans l'eau, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, le combat de Oui, au ministère de la magie. Bah ça, par exemple, Dumbledore qui pardon. utilise l'eau de la fontaine pour noyer Voldemort dans une espèce bulle d'eau comme ça qui flotte dans les airs, bah c'est le cas dans le livre aussi. Par contre, dans le livre, il y a Dumbledore qui utilise la métamorphose sur les statues. Et ça, bon, ils n'ont pas repris cette idée, par exemple.
Mais non, le combat, il est assez fidèle, il est assez cool, il est visuel en plus, l'eau contre le feu et tout ça, donc c'est assez sympa. Par contre, non, pas de priori incantatum, cher, Joël. L'eau, ça mouille et Le feu, ça brûle. Les... Attends, c'est quoi? Et les oiseaux dans le ciel. Ah, Pardon, c'était Charlie et Lulu. Leur parodie. Nous passons les bousses d'or d'Archibald et de Laurette. Coucou Jérémy et Marina, c'est Archibald en direct des studios Harry Potter de Londres. Et c'est Laurette. On est tous les deux au studio et on vient de finir la visite. On est à la boutique là. C'était trop bien et Archibald voulait vous poser une question. Exactement, je me posais une petite question la dernière fois. À partir du moment où Lord Voldemort a été défait, la marque des ténèbres sur le bras des Mangemorts, est-ce qu'elle s'efface? Parce que je veux dire, il n'y a pas de tatoueur magique. On a l'impression que c'est vraiment de la magie noire qui est sous leur peau. Donc, à partir du moment où Voldemort n'est plus là, est-ce que la marque des ténèbres reste ou pas? Voilà, j'espère que vous pourrez répondre à cette question. En tout cas, on vous embrasse fort des studios et on vous dit Lumos. Mais c'est Laurette du Bal Et- des Sorciers. Tu sais quoi? Oui. Et Oui, parce que sa voix, je l'ai reconnue. quand j'ai programmé le hibou sonore, je les avais pas reconnus. On avait rencontré aussi Archibald. Le soir. Les deux, ouais, Oui. ils sont venus ensemble au bal des sorciers. Ah, mais oui, qui lui a fait la surprise du Sud. Non, non, ça, c'était- ce ok. ce sont des autres. Mais par contre, Laurette était bien là. D'ailleurs, elle a participé Mais oui, oui. à notre épisode spécial bal des sorciers l'année dernière. Et moi, j'ai pas retenu, j'ai pas capté que c'était eux. Donc effectivement, voilà, c'était cool de la réentendre des studios. La Je veux dire, chance. oh, ce sont eux sur le live de mercredi. Oui, Ils oui, étaient oui. là sur le live. Ouais, ils sont ouais, Ah ils bah assistent voilà. au live. Mais moi, la voix. Ouais, la de voix, mais t'as Laurette, j'ai raison. fait, ah, mais c'est le Laurette. Bien ok. sûr, vous avez déjà entendu cette voix à la fréquence, ouais. Ah oui, bah oui, faut peut-être que je... Parce que j'avais parlé des studios et tout. Mais faut peut-être que je réponde. Alors, il n'y a pas, pour le coup, par rapport au premier bout sonore, il n'y a pas de réponse claire. Il est dit que la marque n'était quasiment plus visible avant le retour du Seigneur des Ténèbres dans le 4. Et qu'elle redevient nette à sa nouvelle ascension. Je suis pas claire du tout. Ouais, en gros, quand Voldemort reprend des forces. Mais il était toujours vivant. Sans être vivant. Il n'avait pas perdu de corps. Bah, moi, je pense qu'elle disparaît, mais en laissant une sorte de cicatrice. Après la mort corporelle de Voldemort. Et pas sa première mort, mais vraiment sa mort définitive. Ouais, sa Parce deuxième qu'il est jamais chute, mort une première fois. Enfin, il a disparu, mais avant de il avait revenir. quand même un semblant de corps. Ouais. Et je pense pas qu'elle disparaisse, mais qu'elle... Déjà, de base, ce qui est pas clair, c'est que dans les films, ils ont fait en sorte que ça tienne tout l'avant-bras. Et ça, pour cacher le fait que t'as un mange-mort, c'est pas ouf non plus. C'est oui, pas très discret. Donc aussi, il y a des théories comme quoi ça serait vraiment une toute petite marque, vraiment très difficile à voir quand même, de la marque des ténèbres, et en plus qui devient transparente quand elle est inutilisée ou quand finalement le créateur est mort ou en piteux état. J'adhère pas mal à cette théorie, je sais pas si j'ai été claire. Bah, moi, j'aurais imaginé, en fait, je pense que c'est plus un biais des films, mais que la marque, elle reste. Moi, j'imagine c'est quelque chose, en fait, qui reste imprégné dans la peau, qui voilà, qui part pas, mais qui se réactive à la demande de Voldemort. Donc, moi, j'aurais tendance à imaginer que au moment où il meurt, en fait, la marque, elle est juste plus active, mais elle reste là comme un témoin. Mais voilà, moi, c'est dans mon imaginaire, c'est ce que j'ai tendance à dire. Et tu l'imagines très grande aussi. Bah, du coup, ouais, je pense que c'est le biais des films, j'imagine assez grande et ouais, quelque chose peut-être qui devient un peu moins opaque, voilà, quelque chose de plus léger, qui peut-être s'efface avec le temps comme un vrai tatouage ou finalement ça reste comme un tatouage, peut-être, moldu, mais que du coup qui n'est plus, réactif. Ouais, c'est ça. Mmh. C'est clair que comme signe de ralliement secret, c'est pas génial pour les films. C'est pas très secret. Le Ouais. tatouage énorme sur l'avant-bras. Ouais, moi, je les visualise un peu plus petit, hein. Mais ouais, dans les films, ils ont fait fort. Et juste dernier élément, parce que j'avais trouvé une source où J.K. Rowling avait répondu à cette question. Ah bon? Dans une interview, ouais, on lui a posé la question. Après, c'était une interview, voilà, pas un écrit Pottermore. Oui, mais tu as trouvé ça où? Et sur le wiki. Non. Si, si.
Si. Ou sur Reddit, je ne sais plus. Ah, peut-être sur Reddit, Ouais, ok. ouais. Mais elle pense exactement la même chose que toi. C'est-à-dire qu'elle avait indiqué qu'après la mort définitive de Voldemort à la fin du set, la marque des ténèbres devient une cicatrice sur le bras des mange-morts survivants. Un peu comme la cicatrice de Harry, qui reste là, mais qui ne brûle plus et qui ne fait plus jamais mal. Après, c'est ce qu'elle a expliqué. Rajouter après, Ouais, rajouté après. Donc, évidemment, ouais. on le prend en compte ou pas. Mais en tout cas, ta théorie, elle, c'était la sienne aussi. Voilà. Mais oui, je pense que vraiment, elle est beaucoup plus petite. Ouais, ça par contre, ouais, j'imagine bien aussi. Mais du coup, c'est vrai que le parallèle, Marc des Ténèbres, cicatrice de Harry, il peut se faire. Parce que la cicatrice fonctionne un peu de la même manière. C'est-à-dire que tant que Voldemort, a une forme d'existence, la cicatrice de Harry est vivante et en fait, on sait qu'elle, redevient une cicatrice, inoffensive. Après la chute définitive de Voldemort, j'imagine un peu la même chose, en fait, pour les Marques des Ténèbres. On passe au prochain hibou sonore, il nous a été envoyé par, Riwan. Hello Marina, hello Jérémy, hello l'invité, j'espère que tout le monde va bien. Alors moi c'est Riwan, je suis en La train voiture. d'écouter votre dernier épisode. T'as fait exprès de quand prendre vous êtes un trajet en train de parler voiture? des Horcruxes, et ça m'a fait tilt dans ma tête par rapport à la protection des Horcruxes. Est-ce que par hasard, les Horcruxes ne seraient pas protégés, entre guillemets, ne se protégeraient pas de la manière dont Voldemort a tué ses victimes? Donc là, par exemple, vous étiez en train d'évoquer le sujet du livre qui s'auto-protégeait par rapport à la manipulation, mais c'est un peu le cas. Du coup, il a un peu manipulé Mimi Géniard pour l'emmener dans les toilettes et la tuer. Je pense par exemple à la balle des Gunt, où son père a quand même été empoisonné entre guillemets par sa mère avec la potion d'amour, et du coup, c'est un peu du poison qui affecte la main de Voldemort et qui finira par le tuer. Donc voilà. Je voulais voir du coup éventuellement cette théorie qui vient de me sortir de la tête. Est-ce que ça serait pas lié aussi justement dans la manière dont les victimes sont mortes et dont il a effectué ces meurtres pour pouvoir créer tous ces Horcruxes? J'espère que vous allez continuer jusqu'à la fin parce que c'est vraiment un plaisir de vous écouter. Vous m'accompagnez tous les jours dans mes trajets en voiture, dans les transports. Enfin voilà, je vous adore, gros cœur sur vous et à bientôt. Merci beaucoup, Riwan, et j'espère que tu conduis en toute prudence, comme Que tout. tu enregistres tes vocaux en étant passager, bien sûr. Ou Non, dans le cas ou contraire, avec en toute prudence. le kit main libre, hein. Vous savez, Même ça, t'es pas censé le Android. faire. Ouais. Mais oui, faites attention, évidemment, en toute Non, sécurité. Alors, la théorie est intéressante. Après, dans les faits, elle concerne uniquement le journal, selon moi. Parce que le journal, c'est un Horcrux à part, parce que le fragment adolescent de Voldemort peut communiquer directement avec son propriétaire. Et là, le tome conservé dans le journal, il a une mission précise, c'est-à-dire attirer la personne dans la chambre des secrets pour la rouvrir et attaquer les Némoldus. Et ça marche pour le journal intime. Effectivement, le contexte de la mort de Mimi Géniard, etc., il y a un lien direct avec les effets que produisent cet Horcrux. Par contre, si on évacue le journal, et Harry aussi, parce que c'est un autre cas à part, je vois pas forcément de lien avec les victimes qui ont permis à Voldemort de créer les Horcrux, ou le contexte dans lequel ces personnes sont mortes. D'autant que certaines victimes sont même carrément random. Si on fait la liste, par exemple, le médaillon de Serpentard, Voldemort, il a tué un vagabond moldu. Victime collatérale de l'Horcrux. Là, Bah non, mais. Je sais pas pourquoi t'as rigolé. Un vagabond moldu, c'est-à-dire que vraiment, c'est un mec qui passait là, Avada Kedavra, pouf, Horcrux. Un vagabond. Oui, c'est Un vraiment cité vagabond. dans le texte. Non, mais c'est quelqu'un qui. Vagabonde, quoi. Quelqu'un qui Un marche. vagabond moldu, donc un mec random, quoi. Diadème de Serdec, c'est un paysan albanais, le pauvre, qui se trouvait là. Nagini, c'est Bertha Jorkins. La bague de Gaunt, Tom Senior. Oui, Tom Jedusor Senior. Après, le truc du poison, oui, ça passe, mais c'est quand même un peu capillotracté, je trouve. La coupe de Poufsouffle avec Ipsiba Smith, je vois pas trop de lien non plus. Donc, je pense que ça fonctionne surtout avec le journal. Je sais pas si vous avez des théories, d'autres. Ça se trouve, je dis n'importe quoi, hein. Moi, j'ai une question, mais du coup, c'est sûr que le journal, il a été créé suite à la mort de Mimi Géniard? Oui. Ok. C'est Ouais. cité dans le texte. De toute façon, c'est a priori, c'est la première victime de Tom Jedusor, si je me trompe pas. Pour créer un Et après, Horcrux. vu qu'elle a été tuée par le basilic, techniquement, est-ce que c'est vraiment Voldemort qui l'a tuée, du coup? Ouais, faut partir de ce principe-là quand même que c'est lui. C'est comme s'il l'avait tué avec un Avada Kedavra, quoi. Ah C'est ouais, juste t'es sûr? C'est juste qu'il utilise le basilic. Ah Oui, bon? oui, non, mais c'est acté que Mimi Géniard est. Acté par qui?
Je sais pas, j'ai pas le texte sous les yeux, mais Ah, Mimi Géniard comme et par hasard, vous n'avez pas le texte sous les yeux. dites-le dans le chat Patreon. Dites-le, monsieur Fréquence 9 3 quarts. Mimi Géniard et le meurtre qui a permis Ça, c'est du populisme, à Tom de monsieur diviser son Fréquence âme. 9 3 quarts. Ouais. Faire croire que vous détenez toutes les connaissances, tout le savoir de la saga. Ah non, loin de là. Mais Honte. non, c'est Mimi Géniard. C'est Mimi Géniard, c'est sûr. Pour Jérémy son a premier raison. Horcrux. Merci Alex. Merci toute la team Jérémy ici en force. Mais il a créé son premier Horcrux grâce à Mimi. C'est ça. Il a divisé son âme pour la première fois après avoir tué Mimi Géniard. Alors oui, il le tue pas avec sa baguette magique, il le tue avec le basilic, mais finalement, est-ce que ça revient pas à la même chose, quoi? Et Alex, toi aussi, tu as les sources. Tu n'as pas le texte sous les yeux. Après, moi, en fait, je vois les Horcrux de manière un peu plus simple, un peu plus homogène. C'est-à-dire que à la fin de l'histoire, tous les Horcrux objets ont le même effet. On met Harry de côté et même Nagini de côté parce que c'est une créature vivante. Et puis en plus, une Malédictus si on prend en compte les animaux fantastiques. Bref, les Horcrux objets, en gros, ils vampirisent leur possesseur s'il y a un contact trop proche. Donc ils peuvent vampiriser, puis ils peuvent même aller jusqu'à tuer, quoi. On le voit quand l'Horcrux se sent en danger, le médaillon de Serpentard, et que Harry finit presque noyé dans le lac. Donc finalement, les objets vont réagir plus ou moins de la même manière, et puis surtout, ils vont s'auto-protéger, quoi. Voilà. Donc je pense pas qu'il y ait plus de théories que ça. Nous passons au hibou sonore de Heidi. Salut la fréquence. Je m'appelle Heidi et j'ai 11 ans. Et ça fait un bout de temps que je voulais vous envoyer un hibou sonore, mais du coup maintenant je prends le temps aujourd'hui. Je voulais savoir, en fait, du coup, moi à chaque fois je réécoute vos épisodes dès que j'ai fini de tout réécouter. Donc j'ai déjà écouté beaucoup de fois vos épisodes. Mais je viens de me rendre compte de quelque chose en regardant les films. Donc le film du 4e, après avoir fini de relire une énième fois la saga, j'ai remarqué que, à part si je me trompe, il y avait un plan où on voyait Karkaroff devant la coupe de feu qui ouvrait les portes, un peu avant la répartition, sûrement pour mettre un peu les soupçons sur lui, mais du coup, j'ai jamais trop compris ce plan-là. Et j'espère être dans la volière. Continuez comme ça, vous êtes incroyables. Ciao! Merci beaucoup pour ton hibou sonore. En fait, t'as totalement deviné, ils ont mis Karkaroff uniquement pour on le suspecte, pour nous mettre sur une fausse piste. Il est horrible, ce plan. Pourquoi? Je trouve ça trop nul d'avoir mis ce plan. Parce qu'effectivement, c'est pour qu'on ait des soupçons sur Ça, lui, oui. mais il n'y avait pas besoin. Parce qu'on va apprendre plus tard de la bouche de Sirius que Karkaroff était un ancien mange-mort. C'est quand même suffisant pour qu'on ait des doutes sur lui. Là, dans le film, Oui, mais c'est là, quand il même... pousse vraiment au Ah truc. ouais, c'est vraiment prendre les spectateurs pour des imbéciles, quoi. Ouais, c'est trop gros. Et puis on s'est déjà fait avoir sur les films d'avant, donc Oui. on Avec le voit bien Sirius. gros comme une maison. Oui, avec Rogue dès le 1, c'est genre, si on vous montre, regardez, wink wink, c'est peut-être lui, hein, le méchant. Bah non, c'est jamais lui. Voilà. Et c'est seulement dans le Ça film, marche hein, pas. bien entendu. Ouais. Et puis, en vrai, le 4e film, en termes d'adaptation, je le trouve vraiment moyen, et c'est pour ça que la série pourra peut-être faire honneur au tome 4, parce qu'il y a plusieurs raccourcis qui sont pas fous. Parce qu'ils ont tellement modifié l'histoire que du coup, ils font une tambouille un peu à leur sauce. Par exemple, le fait que Barty Junior, à la fin, c'est genre oh non, bah attendez, il s'est échappé d'Azkaban apparemment depuis 1 an. C'est passé inaperçu. Attendez, breaking news. Alors qu'il y a eu Sirius Black l'année précédente, ça ne fait aucun sens parce qu'ils ont transformé toute l'histoire des Croupetons. Bon, bah là, Karkaroff, pareil, en fait. D'ailleurs, dans le livre, il y a un suspect beaucoup plus subtil qu'on peut avoir en tant que lecteur. C'est un personnage qu'ils ont supprimé là C'est aussi. Ludo Verpe. Bah oui, ils ont supprimé Ludo Verpe dans le film. Et Ludo Verpe, en fait, il essaie de faire gagner Harry lors du tournoi. Et quand on est dans le cimetière et qu'on apprend que l'infiltré de Voldemort à Poudlard avait pour mission de faire gagner Harry pour qu'il se retrouve ici ce soir au cimetière, on pense tout de suite à Ludo Verpe, quoi. Et puis même quand Harry tombe dans la pancine, on assiste au procès de Ludo Verpe. Lui aussi, pas seulement Karkaroff. Donc voilà, il y a c'est beaucoup plus subtil dans le livre. Pauvre petit oublié. Et oui, Ce petit Ludo. vous avez intérêt à mettre Ludo Verpe dans la série. On vous attend au tournant. Pourquoi tu cries? HBO Tu n'es Max. pas en live. Ou devrais-je dire Paramount, on ne sait pas. Mais mettez-nous... Calme-toi, t'es pas en live, d'accord? Ça suffit maintenant. Le live, c'est 1 fois par semaine. J'ai acheté des boules caisses maintenant.
Je n'écoute même plus mes podcasts, je mets directement mes podcasts pour être tranquille. Merci pour les subs Twitch. Bah oui, merci beaucoup. Faudra en donner un peu plus pour que je le pardonne, mais bon, ça c'est une autre question. Je plaisante. Allez, c'est la fin de cette volière. Ouais, je pense que c'est mieux comme ça. Merci à toutes et à Vous tous. sentez la pression du couple là qui va se séparer juste aujourd'hui, je sais pas pourquoi. On est sous pression. Merci à toutes et à tous pour vos messages. On essaie de diffuser tout le monde, mais c'est techniquement impossible, hélas. Par contre, si vous nous renvoyez notre question après 2-3 mois, c'est pas impossible que ça fonctionne cette fois-ci. Et si vous voulez vous lancer pour la première fois, il suffit de nous envoyer un message vocal d'1 minute, soit par message sur Insta ou Facebook, ou bien par mail à l'adresse en description de l'épisode. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner sur l'appli d'écoute que vous utilisez et de nous laisser des étoiles et un avis si ce n'est pas encore fait. Merci à Fumsec, à Warden1700 et je trouve ça chouette qu'ils l'ont fait récemment sur Apple ou à Harry Potter Fan sur Podcast Addict. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires Spotify. On lit tout et on vous répond. Même chose sur YouTube. La fréquence, c'est vraiment un endroit d'échange entre fans, donc l'interaction ne se limite pas à l'enregistrement du podcast, comme vous le savez. On aime bien poursuivre les discussions et les débats en commentaire. Rejoignez notre serveur Discord, qui est particulièrement riche d'ailleurs, si vous souhaitez parler d'Harry Potter ou autre avec d'autres auditeurs. Il y a plusieurs animations de proposer, dont une relecture chapitre par chapitre des auditeurs, chaque jeudi soir par exemple. Et autrement, suivez-nous sur Instagram ou Facebook pour ne rien rater des nouvelles sorties et des streams dont on parlait un petit peu plus tôt, que j'anime les mercredis soirs aussi. Ça serait un plaisir de vous y voir dans le chat. Pour soutenir notre projet Un seul porte au loin, notre page Patreon. En vous abonnant sur Patreon, vous débloquez tout notre contenu avec l'accès aux after-shows, aux enregistrements en direct et en vidéo. En nous rejoignant maintenant, vous avez plus de 50 podcasts bonus à rattraper, sans compter des nouvelles sorties chaque semaine. Et bien sûr, c'est un moyen de nous soutenir et de financer le podcast dans son ensemble. Un grand merci aux quelques 500 patronus qui ont fait le choix de s'abonner et c'est grâce à vous que la fréquence continue d'exister dans ces conditions. Si comme Laetitia sur cet épisode, vous aimeriez nous rejoindre, peut-être un jour en tant qu'invité à distance, on vous invite à candidater. Pour ce faire, c'est simple, envoyez-nous une présentation de 2 minutes maximum, soit en vocal, soit en vidéo. Vous pouvez nous envoyer tout ça par mail ou sur Discord. Et là aussi, toutes les infos sont dans la description de l'épisode si besoin. Pareil que pour la volière, on aimerait accepter tout le monde, mais ce n'est pas vraiment possible. Relancez-nous si vous avez candidaté il y a longtemps. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous lancer et à candidater maintenant si le cœur vous en dit, sachant que l'attente peut parfois être longue. Alors, est-ce que ça valait le coup de candidater et d'être choisi pour cet enregistrement, Laetitia? Je recommande, c'était top. 5 étoiles. 5 étoiles 5 sur étoiles. billet réduc. On sent quelques tensions dans le couple, mais sinon 5 étoiles Je sais pas, pour participer. t'inventes une histoire là. Ah oui, comme toujours. J'ai compté les points pendant le podcast, mais ça va. Bah, de toute façon, on se lâche pas parce que là, on continue avec l'after show. Magie vs Science. Qui va gagner, la magie ou la science? Nous allons le voir. Mais ouais, tu vas rester avec nous sur Et cet nous allons after show. t'écouter parce que nous connaissons rien à la science. Ouais, je pense qu'on va apprendre des trucs en vrai. C'est de la science d'avoir construit un petit bip bip. Ah bah non, c'est de la technologie. De Mais quoi? quand même, c'est un peu scientifique, non, de construire le bip bip lumineux Ah, en en cours de technologie. techno. Ah, oui. Bah, C'est un peu de cours la science technologie. quand même. Hein. Ouais. Ouais, Bah mais oui. non, de mettre ça, non, c'est pas de la science quand même. D'ailleurs, on se faisait la réflexion en off que là, on va essayer de se concentrer sur la science. Mais la technologie, ça pourrait être un after show à part entière, en fait, aussi. On va se focus sur la science, mais on parlera peut-être aussi de la techno. On verra. Il faut être sur Patreon pour le savoir avec ce podcast bonus. Et big up à nos tipeurs du moment, comme d'habitude, à chaque fin de podcast. Tipeee, c'est toujours là en soutien aussi, avec la contrepartie d'être crédité. Merci à Audrey, Maureen, Sin Serpentard, Ledim, Strix Nebulosa, Quentin, Valkia, Pamela, Aurélien, Poki Pumpkinston, Marinette, Errol, Sophie, James, D-Spirit, Chloé, Bispac et Corsetilou. Je suis désolée, mais j'aimerais bien que une saison par une saison, Poki Pumpkinston à chaque fois agrandisse son. Ouais, que ça devienne Porky À la fin, Pumpkinston. c'est impossible. Quant à nous, on se retrouve soit en after show Patreon, soit pour le prochain chapitre de notre lecture, le 29e du tome 5
qui s'intitule Conseil d'orientation. Un seul conseil à vous donner avant de se quitter. Continuez à suivre la fréquence pour apporter un peu de magie à votre quotidien. Ça peut pas faire de mal, surtout maintenant. Hâte de vous retrouver et à très vite. bientôt.